Bonjour à toutes et à tous, merci de recevoir Sport FM chez vous. C'est Samedi Sport comme tous les samedis sur la référence sportive. Merci de nous accompagner, merci de nous soutenir. Excellent week-end. Eh bien, Samedi Sport en international évoque d'abord le divorce entre Sebastian Vettel et Ferrari. Le quadruple champion du monde allemand et l'écurie italienne ne se sont pas mis d'accord sur la prolongation de son contrat. On en parle. En football, au niveau européen, la Bundesliga qui annonce son retour à la compétition en juin. L'Italie aussi. Nous analysons l'après-Covid-19 avec les éperviers, la suite de la CAN 2021. Donc, la sélection togolaise, point n'est besoin de le rappeler, totalise 1 point après 2 journées. 1 point derrière les îles Comores, le Kenya et l'Égypte. Mauvaise entame pour Claude Leroy et ses hommes, mais le technicien français croit en la qualification. Vous allez l'écouter dans cette émission. Et puis nous parlerons également de la saison 2019-2020. Que faire en D1, D2 après 20 journées dans l'élite et 10 en D2? Des interrogations fusent de partout à propos de l'issue à donner à cette saison. Faut-il faire comme le Cameroun ou la RD Congo? On va analyser. Puis à la fin, nous parlerons également, nous faisons un retour sur l'interview exclusive de Horacio Beno Freitas, ancien ministre des Sports. Samedi Sport invite aujourd'hui Angelo Folico et Latif Yorouma de la rédaction de Sport FM, Nola Kinaborosé, patron de BNB Sport, Aristide Kouevidien d'Afrique Info Sport. Samedi Sport, mise en onde de Pélagie Mekoum. La vidéo de cette émission, comme toujours, est l'affaire des l'homme à Dovon. Je suis Franck Nounyama. Et comme toujours, on ne commence pas cette émission sans vous avoir installé. Eh bien, excellent week-end à Brocadio Faustin, Padénou Padé Léonce, Bati, Gervais, Lawson, sénateur Palmer, épervier de Kégué, Dodi le Mancunien, Francis Doku, Thomas du Grand Marché, Jean-Louis Koudionou, coach, bonjour, Tia Fidèle, brigadier Simliwa, commissaire Kofi, Mama Togo, Mama Gorozozo, Mama Sport FM. Bonjour à tous les confrères, excellent week-end à tout le personnel de la radio, à commencer par Eloma Dovin et Pélagie Mekoum devant moi. Excellent week-end à la fondation de la radio, à la direction, à la supervision et à tout le personnel. Eh bien, derrière ce morceau proposé par Georges Opongoea et son groupe par rapport au Covid-19, on retrouve le studio avec les invités. Angelo Folico et bonjour. Bonjour Franck Nounyama, bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur Sport FM. Nola Kinaborosé, ça fait plaisir. Bonjour Franck et merci encore pour l'invitation. Latif Yorouma, merci d'être là. Merci Franck, bonjour à tous. Aristide Kouevidien. C'est un plaisir, bonjour à tous. Très bien. Et le premier sujet, c'est bien sûr la Formule 1 avec le divorce entre le quadruple champion du monde, Sebastian Vettel et Ferrari, Angelo Folico. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, on sait très bien que la toile de la Formule 1 s'est un peu enflammée suite à cette annonce concernant le divorce entre Sebastian Vettel, le pilote allemand de la Scuderia Ferrari. Et on comprend aisément que cette décision n'est pas venue comme ça de façon fortuite. C'est parce que, entre-temps, Ferrari avait besoin toujours d'un successeur de Michael Schumacher, qu'on connaît très bien, qui a été 6 fois champion du monde. 7 fois, c'est 7 fois champion du monde. Voilà. Personne n'a fait mieux. Est à 6. Ouais. Et donc, lui, entre-temps, il a pris sa retraite. Entre-temps, également, frappé par un accident qui le met aujourd'hui hors circuit en ce qui concerne la reprise de la vie active. Et donc, Sébastien Vettel est arrivé pour pouvoir lui succéder. Sauf que sur les 5 années passées par Vettel dans l'écurie Ferrari, il n'y a pas eu de championnat du monde gagné. Et donc, quelque part, in fine, on se dit que c'est peut-être un gâchis ou un objectif qui n'a pas été atteint par le pilote allemand. Maintenant, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est que derrière, il y a Vettel qui exige une prolongation de contrat de 3 ans. En plus de ça, reconduire le même salaire qu'il gagne, qui est estimé à 34 millions d'euros par saison. Et donc, la Scuderia n'est pas du tout d'accord par rapport à une prolongation de contrat à 3.
Ferrari propose une année et puis diviser son salaire par 3, ce que n'a pas du tout apprécié Vettel. Et donc, il a tout simplement eu le temps de discuter avec le manager de Ferrari, Binotto. Ils ont finalement trouvé un consensus et le divorce est tout simplement prononcé. C'est vrai que son départ du côté de Ferrari, ça fait déjà un peu jaser de gauche à droite. McLaren voudrait le récupérer. Il y a également la firme Renault qui est également aux aguets, sauf que là aussi, il va falloir encore une fois aller intéresser Vettel, qui aujourd'hui a 35 ans, qui n'a pas forcément la même fougue que les Charles Leclerc, les jeunes pousses du circuit. Et donc, c'est un peu compliqué pour le moment de pouvoir lui trouver une porte de sortie. Toujours est-il qu'il pourra peut-être rebondir ailleurs, mais dans quelle écurie, la question reste posée. Reste posée, Nolakina Brosé. On le savait avec l'arrivée de Charles Leclerc au niveau de l'écurie Ferrari. On savait que Sébastien Vettel était un peu sur la sortie parce que lorsque vous voyez un peu toute la saison, les deux pilotes ne se sont jamais compris. On a comme l'impression aussi que la direction générale protège un peu son nouveau pilote qui est Charles Leclerc. Ouais, je pense que dans toute entreprise ou dans toute, on va dire, institution, toute décision revient, qu'on le veut ou non, à la direction. Quelle que soit, on va dire, les demandes ou les reculs du pilote, la direction sait sur quelle orientation ils veulent aller. Et quand le pilote ne répond pas trop, il faut toujours trouver la meilleure manière de dire, voilà, bye, ça ne va pas aller. Aujourd'hui, c'est vrai que, voilà, on va dire qu'il est presque impossible, non, on ne pourra pas dire ça, parce que, voilà, je crois que les records de Schumacher, de Hamilton sont toujours là. Il faut trouver quelqu'un pour venir surpasser ça. Ça va être très compliqué. Très compliqué. Parce qu'ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça très facilement. Maintenant, il faut se dire aussi, quand il y a un contrat, il y a toujours des clauses, il y a toujours des propositions, jusqu'à ce que vous vous dites, voilà, ça je ne peux pas, ça je peux. Et quand voilà, vous décidez, je pense que c'est plus facile maintenant de se séparer. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va juste souhaiter, voilà, le meilleur à Sébastien. Déjà qu'il y a beaucoup de cuir derrière lui, il sera décidé. Voilà, je pense que Ferrari aussi. Les noms resteront toujours. On sait que quand on parle de Formule 1, Ferrari ne mourra pas demain, il ne mourra pas aujourd'hui. Donc voilà, la lutte continue, quels que soient les pilotes qui arriveront. Je pense que voilà, il faut juste souhaiter le meilleur à ces pilotes-là. Latifi Rouman, on sait que Sébastien Vettel est 4 fois champion du monde, 2010, 2011, 2012, 2013, et puis depuis, il n'a plus rien gagné. Voilà d'ailleurs pourquoi Ferrari se lasse un peu de lui, du pilote allemand. Il y a d'autres écuries, par exemple Mercedes, mais là, il y a le maître. Hamilton, qui ne se laissera pas faire forcément. On parlera également de Renault. Peut-être va-t-il retourner dans son ancienne maison. Red Bull, on ne sait pas. Mais vous imaginez un peu là où il peut atterrir? Peut-être à Renault, parce que, écoutez, l'écurie française également est en train de se reconstituer. Et donc, je pense que lorsque vous voyez un peu la saison dernière surtout, le championnat a été catastrophique pour les Ferrari, parce que justement, les pilotes même ne s'entendaient pas. Et là, on comprend tout de suite que, voilà, au-delà du duel entre constructeurs, je pense qu'au niveau des pilotes, je pense que Ferrari a compris à un moment donné que Sébastien Vettel n'est plus véritablement l'homme de la situation. Parce qu'à un moment donné, il faudrait justement arrêter les succès successifs, ou bien successifs en tout cas de Lewis Hamilton, ce que justement Sébastien Vettel n'a pas pu faire. Il y a 2 saisons derrière. Il a été au coude à coude avec Lewis Hamilton, sauf que ça s'est joué sur les détails, mais la saison dernière, ça a été catastrophique. Je pense que Ferrari ne compte pas ou bien ne mise pas forcément sur Sébastien Vettel pour l'avenir. Voilà pourquoi, justement, ce duel est arrivé lorsqu'on dit qu'on va diviser son salaire par 3. Écoutez, ce n'est pas le Covid qui est passé par là. Ça suppose qu'il y a quelque chose derrière la tête de Ferrari. Il faudrait que Sébastien Vettel comprenne que justement, on ne veut plus de lui à ce niveau-là. Maintenant, est-ce qu'il va rebondir à Renault? Il va retourner à Red Bull? Toute la question est là. Il n'a pas pris sa retraite. Il a encore quelque chose à prouver. Il a 32 ans, hein, je crois, finalement. Il est né en 87. Hein. Voilà. 87, ça fait 33 ans. Sauf qu'il est plus âgé que Lewis Hamilton. Oui. Il est plus âgé que Lewis Hamilton, qui a encore des beaux jours devant lui. Je pense que ce sera compliqué. Il faudrait, comme Ferrari a commencé à le faire, trouver
un successeur digne à Schumacher pour peut-être encore revenir au devant de la scène, parce que n'oubliez pas qu'au-delà du duel entre pilotes que gagne depuis des années maintenant Hamilton au niveau des constructeurs, c'est Mercedes qui est en train donc de damer les pions à Ferrari. Il y a donc toutes ces contingences-là qui expliquent en tout cas ce qu'on est en train de vivre entre justement Sébastien Vettel et puis les Ferrari. Vous voulez y aller en Formule 1 ? Oui. Vous aimez la vitesse ? Oui, bien évidemment. Oui. Qu'est-ce que ça vous dit, cette situation de Vettel ? Je pense quand même que dans cette Formule 1, on est souvent habitué à des retournements de situation. Mais là, une chose est sûre, comme d'habitude, on le dit, il ne faut jamais dire jamais. Et donc, ce qui fait que sur le marché de transfert, donc dans cette Formule 1, les gens sont vraiment prudents. Mais dans cette situation, on est tellement sûr, donc Vettel ne sera pas chez Ferrari en 2021. Ouais. Ce qui est sûr également, je pense qu'il y a deux choix qui s'offrent pour lui aujourd'hui, comme l'a dit Latif. Moi, je pense quand même qu'il y a, a priori, disons, cette chance pour lui de prendre sa retraite, mais aussi de prendre une autre écurie. Mais là aussi, la question est de savoir s'il va prendre une autre écurie, il ira où finalement. Alors, quand on fait bien l'analyse, on peut se rendre compte pertinemment que là, il n'a plus de chance parce qu'il n'a Dieu que pour la Formule 1. Et donc, on ne peut pas le voir aussi dans une autre catégorie. Alors, au-delà de ça, je pense que les rumeurs couraient depuis par rapport donc, à son départ, que moi, je considère quasi logique, analysant donc un certain nombre de choses. Quand vous prenez, par exemple, Leclerc, qui est le numéro 2. Le numéro 2, mais qui a été plus rapide en 2019 par rapport donc, au numéro 1. Ouais. Et donc, Angelo a parlé tout à l'heure de ce montant de 34 millions. Je pense même que tout au long de l'année, il y en avait qui ont augmenté tout petit peu en parlant de 35 millions. Mais au-delà, on lui avait dit, écoutez, officiellement, on se sépare, on parle d'une décision commune, mais derrière, évidemment, tout le monde sait que les 12 millions qu'on lui a proposés étaient quand même à la source donc, de ce divorce. Maintenant, si on nous dit aujourd'hui que ce n'est pas une question d'argent, alors c'est une question de quoi ? C'est une question de statut, moi je pense. Ouais. Et donc, sur cette question de statut, je pense que aujourd'hui, il ne peut pas, comme vous l'aviez dit, il ne peut pas aller aussi du côté de Mercedes parce que Hamilton le maître est là-bas. Est là. Il y a aussi les récentes déclarations, on va dire, de Vettel et même de Leclerc. Vous savez qu'en piste, il y a toujours ce clash-là. Ouais. Et même par des médias interposés, ils avaient l'habitude donc, de se faire des clashs. Je crois que tout ça là a amené aujourd'hui à cette situation. Mais là, je pense que c'est le 8 ainsi, puisque, a priori, il y a deux situations qui s'offrent à lui, prendre une retraite ou peut-être aller donc dans une autre écurie. Mais visiblement, si on doit parler d'une autre écurie, je pense que c'est Renault qui doit être donc cette écurie. On le rappelle, je ne suis pas sûr que Sébastien Vettel est prêt à prendre sa retraite. On l'a dit, il a 33 ans bientôt. Mais là, un quadruple champion du monde peut-il accepter jouer le second rôle quelque part ? Par exemple, on a parlé de Mercedes. Là, le maître incontestable de la maison, c'est Lewis Hamilton. Et est-ce qu'il peut accepter aller vers Renault ou bien retourner dans son ancienne maison qui est Red Bull. Avec qui il a connu la gloire. Hein. Mais je pense que la question elle est plus que pertinente, hein, parce que c'est vrai, vous l'avez dit, du côté de Red Bull, il était le seul patron à bord. Et c'est là, dans cette écurie, qu'il a remporté les 4 titres de champion du monde. Et puis derrière, plus rien. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il retourne à Red Bull, il aura encore les mêmes conditions de travail, le même contrat mirobolant? Parce que c'est une question aussi, au-delà du fait de parler du statut, c'est une question d'argent. Quand vous voyez par exemple Lewis Hamilton qui émarge à 36 millions d'euros par saison, rien que le contrat Mercedes, on ne parle pas encore des sponsors privés du pilote anglais. Et récemment même, selon certaines sources, il est devenu le sportif britannique le plus riche du monde. Donc, vous comprenez aisément qu'il y a une concurrence qui se met en place. Je pense que Vettel, normalement, doit essayer, si ça se peut, de réfléchir autrement, de se dire que peut-être dans les années à venir, il va falloir se convertir à faire autre chose, parce qu'il y a d'autres jeunes pousses qui viennent et qui ont des ambitions très, très, très affinées. Malheureusement, dans ce domaine-là, on demande certes de l'expérience, on demande beaucoup plus de vitesse
de l'expérience en matière de maîtrise de circuit. Vous prenez les grands prix, que ce soit à la Chine, en Belgique, à Silverstone en Grande-Bretagne ou en Italie. Ce sont des grands prix qui sont extrêmement importants. Et lorsque à chaque saison, c'est Hamilton qui vous dame le pion, qui vous écrase, qui vous largue, à un moment donné, on touche un peu à votre ego. À mon humble avis, pour chuter, Vettel doit faire profil bas, histoire d'accepter les conditions qu'on va lui proposer, s'il veut rester toujours dans le circuit, ou soit prendre la retraite comme un certain Nico Rosberg. Qui a gagné son titre de champion du monde et qui a dit stop parce qu'il ne s'entendait plus avec Lewis Hamilton. Ça n'a pas été facile. C'était la même histoire qu'on a vécue entre Charles Leclerc et puis Sébastien Vettel. On va voir. Nous parlons de Red Bull. Là, il y a également Max Verstappen qui ne se laisse pas faire aussi. Donc, on verra bien la suite avec l'avenir à Ferrari. Charles Leclerc, patron de demain. On verra tout ça dans les jours, semaines à venir. Parlons maintenant football en Europe avec la Liga ou bien la Bundesliga qui reprend, on le sait, et derrière, la Liga veut reprendre aussi. Et après, on ne sait pas si les autres vont suivre. La France peut-être va regretter d'avoir pris une décision hâtive, je ne sais pas. Mais là, on sait que la Liga revient après la Bundesliga. Oui, la Bundesliga revient le 16 mai. Dans quelques jours. Oui. Et donc, on a essayé de prendre suffisamment le temps pour pouvoir étudier les différents protocoles qu'on doit mettre en place pour permettre une certaine régularité du championnat. Le premier hic qui vient de tomber du côté de l'Allemagne, c'est le cas du club de Dresde en deuxième division où on a recensé 3 ou 4 joueurs contaminés par le Covid-19. Aïe, aïe, aïe. Donc, quelque part, ça commence déjà à taper dans la mémoire ou bien dans la tête des présidents de ligue, du ministre des Sports pour voir exactement à quoi s'en tenir. L'équipe a été mise tout de suite en quarantaine pour pouvoir rapidement juguler ce mal-là. Maintenant, quand on revient au niveau de la première division, la division d'élite, tous les grands clubs, le Bayern, le Borussia Dortmund, le Hertha Berlin, Leipzig, Hoffenheim et les autres, sont tous aujourd'hui en train de répondre aux entraînements collectifs, mais tout ça aussi, il va falloir respecter un certain nombre de consignes. Alors, pour la reprise de la Bundesliga, il y a un gros match du derby de la Ruhr qui attend le Borussia Dortmund à Schalke 04. Et donc, à partir de là, on se dit comment ça va se jouer. Chaque fois, on sait très bien que le derby de la Ruhr mobilise au moins 81 000 spectateurs. Et là, ça va se jouer dans un stade vide. Il n'y a rien à faire, c'est un match à huis clos. Quelles que soient les réclamations des uns et des autres, les murmures des uns et des autres, on doit respecter cela, c'est important. Deuxième aspect concernant la reprise de cette Bundesliga, c'est que le nombre maximum de personnes est limité à 300. Dans les stades. 300 personnes maximum dans les stades, pas plus, pas moins. C'est-à-dire qu'on divise les 300 personnes par différentes zones, en commençant par la tribune de presse, en passant par, je dirais, d'autres tribunes. Et puis, voilà, on a 4 ramasseurs de balles seulement sur chaque match, pas plus. On a besoin de 3 photographes sur le terrain pour pouvoir prendre les images. Et maintenant, quand on va sur le terrain, ah oui, on ne conçoit pas jouer au football sans se toucher. C'est un sport de contact. Mais évidemment, là, on demande aux joueurs de ne pas se tacler, par exemple. Lorsqu'il y aura une situation de jeu où, de façon intuitive, le joueur doit tacler son adversaire pour histoire d'enrayer une action. Et là, on demande de ne pas tacler. Est-ce que c'est possible? Là, l'interrogation demeure. Ça, c'est de nouvelles règles. Oui, justement. Donc, il y a tellement de, je dirais, tellement de règles. Reste à savoir si tout ça va être respecté. Pour terminer sur le sujet concernant la Bundesliga, c'est qu'on veut tout faire pour sauver les droits télé. C'est important. La plupart des clubs, aujourd'hui, un tiers des clubs de la Bundesliga risquent de faire la banqueroute si jamais le championnat n'est pas à terme. Et donc, il y a beaucoup de mesures. On attend de voir d'ici dimanche, voire lundi, les résultats qu'on aura après ces matchs qui vont être joués à huis clos. Et la Tifi Rouma, lorsqu'on prend la Liga qui veut reprendre, on sait qu'on s'était arrêté à la 27e journée. Le Barça et le Real Madrid et puis le Football Club Séville, c'est le trio de tête. Et puis au bas du tableau, dans la zone rouge, on a le Real Mallorca, les Ganes et puis l'Espagnol Barça. Oui, c'était bien de vouloir terminer la saison à tout prix.
Je pense que oui. Je pense que oui. Parce que, écoutez, lorsqu'on parle du Covid-19, on n'a même pas notion de quand, par exemple, cette épidémie va prendre fin. Ou soit, on annule les saisons et puis on attend. Mais on ne peut pas dire, par exemple, qu'on annule une saison qui finit en mai, par exemple, ou bien en juin, et vouloir lancer une autre qui va démarrer en septembre ou bien en octobre. Donc, moi, je dis, soit on attend, on trouve des formules, mais l'annulation à la... je ne sais pas quel mot placer, moi je dis non. Et aujourd'hui... Donc vous n'êtes pas d'accord avec la Ligue 1 française? Vous l'avez dit. Je dis aujourd'hui, la Ligue 1 ou bien la France devrait commencer peut-être à se mordre les doigts. Parce que ça a été une décision, oui. La primature, je crois, a parlé des regroupements de plus de 5000 personnes qui seront interdits. Des regroupements de plus de 5000 personnes. Mais écoutez, la Bundesliga va jouer comment? C'est dans des stades vides. C'est que c'est des trucs à huis clos. Parce que quelque part, l'UEFA n'a pas dit « Ok, moi si j'annule mes compétitions ». La FIFA n'a pas dit « Moi si j'annule mes compétitions ». L'UEFA a d'ailleurs demandé entre-temps aux différentes fédérations de tout faire pour terminer la saison. C'est ce que la CAF également a dit sous une autre forme. Donc la France a pris une décision hâtive. Moi je dis aujourd'hui, ils vont le regretter. Et donc moi je dis c'est bien de vouloir... Parce que, écoutez, on ne peut pas... L'homme est toujours au centre de tout. On est d'accord. L'homme, il y a un être suprême. On parle de Dieu, d'accord. Mais l'homme ne peut pas, en tout cas, se mettre à genoux totalement jusqu'à un moment donné. On l'a dit, oui, le Covid a mis le monde à genoux. Mais le monde continue c'est-à-dire les gens continuent de vivre. Est-ce que les morts dus au Covid dépassent les vivants en pleine pandémie de Covid? Je dis non. Donc, moi, je dis il y avait quand même une marge. Il y avait une marge. Merci à la Liga, merci à la Bundesliga, merci à la Première Ligue. Mais là, je dis, je ne suis pas d'accord avec la Ligue 1 Conforama qui, aujourd'hui, on aimerait ou on a aimé que la Ligue 1 prenne un peu de temps pour trouver une formule. Bah, je dis, il faut toujours trouver une formule. Et la Bundesliga a trouvé une formule. L'Espagne va trouver aussi une formule. Lorsqu'on parle de 4 ramasseurs de balles, c'est une formule. On dit on ne va plus se serrer, mais c'est une formule. Il fallait trouver une formule que de dire non, on arrête. Et voilà quoi. Nolakina Borosé, oui, l'Espagne va reprendre la Liga. Et après, l'Italie aussi. Ils ont trouvé des formules pour jouer au football et terminer la saison. Est-ce que c'est juste une saison qu'on veut sauver? Ou bien les investisseurs mettent la pression, ceux qui mettent de l'argent, les droits télé, tout ça, il y a tout ça derrière? Oui, évidemment. Je crois que depuis le début, cette maladie de coronavirus nous impose des dispositions. Et on n'a même pas le choix. Si aujourd'hui, on voit au niveau de la Bundesliga de nouvelles, on va dire, règles temporaires pour finir la saison, c'est parce qu'ils se sont dit à un moment donné, voilà, on ne peut pas jeter tout à l'eau. Parce que la saison a commencé, il y a eu des matchs, il y a eu des points qui ont été gagnés, il y a eu des investissements. Il faut à un moment donné essayer de sauver cela. Maintenant, forcément, il faut récupérer sur les droits télé. Parce qu'aujourd'hui, que le match soit à huis clos ou pas, il y a des téléspectateurs. Parce qu'il n'y a plus de spectateurs, mais il y a des téléspectateurs. Il y a même des services en streaming. Donc, beaucoup de gens continuent à regarder ces matchs-là et on peut récupérer des investissements. Ce côté-là, c'est important. Maintenant, nous savons que, voilà, à cause de cette pandémie, il n'y a pas de sécurité actuellement. Il n'y a aucune sécurité pour dire que, voilà, cette maladie a disparu. On sait qu'en Europe, actuellement, c'est là où il y a beaucoup plus de victimes. Ouais. Et le cas de la France, voilà, je pense qu'à un moment donné, ils ont eu peur parce que, voilà, il y avait plus de cas. Et il faut reconnaître aujourd'hui que cette décision n'est plus seulement des décisions de fédération. Ouais. Ça va jusqu'au niveau du pouvoir politique, du pouvoir public. Donc aujourd'hui, tous ces pouvoirs sont impliqués. Même en Allemagne, c'est le pouvoir public qui a décidé avec les fédérations. Donc tout cela joue aujourd'hui. Si la France aujourd'hui, ils ont remarqué que voilà, ils ne pouvaient pas, on peut pas non plus les blâmer, mais eux-mêmes, ils sauront combien ils auront à perdre dans cette histoire-là. Maintenant, en Espagne, ils vont forcément aussi trouver des solutions. En Italie, où il y avait tellement de morts, mais aujourd'hui, ils pensent à reprendre le football. Je pense que la meilleure solution, c'est de jouer à huis clos. Mais au-delà du huis clos, on sait que voilà, à partir du moment où les équipes, parce que c'est les acteurs qui sont plus concernés en ce moment, on sait que les spectateurs sont à l'écart, mais ce sont les acteurs qui sont plus concernés. Les joueurs, les staffs, tout ça là. Ouais. Mais c'est à eux maintenant, on estime que voilà, c'est un groupe réduit. Mais autour d'un groupe réduit, maintenant, on peut mettre plus de gestes barrières pour que voilà, ce football-là, on puisse au moins le regarder. Parce qu'il n'y aura pas dans la tribune, il n'y aura plus de chants, il n'y a plus rien. Mais au moins, de loin, on peut voir de belles actions. Difficile de dire de voir un match de football sans tacle. Je ne sais pas comment ils vont faire ça. Voilà, difficile de voir
quelqu'un avec le ballon et l'adversaire va le laisser partir. Ouais. Il va forcément Parfois, vouloir on le le tirer. parle, Donc, faut parler voilà. d'arbitrage. Mais justement, Exactement. avant que tu ne continues, Vas-y. il y a une précision concernant le tacle. C'est que quand j'ai lu, ça m'a fait tellement sourire. Vous taclez, mais vous tournez votre regard. C'est-à-dire que votre regard n'est pas vers votre adversaire. C'est-à-dire que Mais je vois le ballon, mais j'envoie mon pied. C'est des robots. Mais ce sont des dispositions franchement extraordinaires. Mais vivement qu'on puisse arriver à limiter autant soit peu les contaminations dans les stades. Mais C'est là, surtout ça. si je voudrais mieux comprendre. Écoutez, ils ont dit qu'ils feront des tests. Oui, Des avant, tests après les matchs. Avant et après. Ouais. Alors, si on fait des tests avant, ça c'est que ce il y a sont ces des, règles. ce sont Ces des règles. saints. Ce sont des Exact, saints qui qui sont iront sur la pelouse. exactement. Et si ce sont des saints qui iront sur la pelouse, Alors il n'y a pourquoi plus de tout ça? problème. Ouais. On Normalement. peut même se serrer les mains. Ouais. Si c'est des saints, ça, c'est interdit. je dis bien si. Parce que s'il y a quand même des dispositifs pour pouvoir faire, Des en tout tests. cas des Des tests. dépistages, Bien sûr. alors on suppose que tous ceux qui Seront seront sur au le terrain terrain. sont sains, ils Ouais. peuvent même se serrer les mains. Ouais. Mais je dis, oui, mais écoutez, on ne va pas... Parce que les habitudes sont les habitudes. Si on dit Ah ok, oui, au hein. terrain, vous pouvez vous donner la main, c'est que hors du terrain également, vous allez, on les peut, habitudes vont revenir. Quoi. Mais Voilà. c'est- Ouais, ce maintenant, sera oui. pour finir, il faut juste comprendre qu'au niveau européen, on veut juste sauver deux choses, finir la saison et récupérer tout ce qu'on peut en droit télé. Parce que c'est important en ce moment-là. Ouais. Que ce soit des clubs professionnels Pour ou soulager pas. les clubs. Exactement, c'est Ouais. très important. Parce que à ce niveau, c'est des gros investissements. On ne peut pas juste laisser ça à cause de cette pandémie que nous savons que pour le moment, elle est imbattable. C'est le meilleur scénario, Aristide? Je continue toujours pas à m'interroger parce que là, comme l'a dit tout à l'heure Yuruma Latif, eh bien, on ne sait pas à quand on va parler de la fin de cette pandémie. L'incertitude est là, mais ce que moi je pense, c'est que la question des tests aussi, hein, c'est une question fondamentale. 2 jours ou peut-être 1 jour avant le match, on fait le test, c'est bien, mais vous savez que c'est la science. Il peut y avoir des incertitudes même dans ces tests-là. Ouais, On peut bien avoir des tests faux positifs ou des faux négatifs. Et donc là, le bémol, c'est peut-être aussi de prendre des mesures, d'autres mesures barrières. Quand on refuse aux joueurs de ne pas se serrer la main, eh bien, ça résout ce problème. Parce que quelqu'un peut être déclaré sain, mais sur le terrain, bon, peut contaminer d'autres, alors que le test qu'on lui avait fait était peut-être un faux négatif. Donc, je crois que c'est des dispositions qu'on peut saluer. Aujourd'hui, les Français doivent regretter, hein, peut-être, ils doivent commencer déjà par regretter le fait d'avoir pris cette décision-là. Parce que vous savez, avant tout, c'est l'exécutif qui parle. Parce que nous sommes dans des conditions où on parle d'état d'urgence sanitaire. Et donc, quand on parle de l'état d'urgence, que ça soit sécurité ou sanitaire, ça veut dire que la situation est extrêmement grave. Et dans cette situation même, vous allez voir, l'exécutif ou les pouvoirs politiques sont autorisés à violer même le droit, sans que personne ne pointe son petit doigt pour dire que monsieur, vous avez violé. On peut abstenir même votre liberté. Parce qu'aujourd'hui, les Français sont mécontents. Ce n'est pas tous les Français qui sont heureux parce que l'exécutif a décidé. À commencer par Jean-Michel Aulas. Ah oui, ah oui. Ah, lui, il est Voilà. très en courroux. Mais il ne peut rien parce qu'on a décrété l'état d'urgence sanitaire. Et donc, cela amène le pouvoir public à pouvoir prendre une décision. Mais je pense également qu'à ce niveau, quand vous prenez par exemple la Liga, il y a eu des rumeurs tout au long de cette semaine et même sur des sites qui sont spécialisés même dans les parodies qui disaient que le FC Barcelone pourrait renoncer. Moi, par exemple, c'est une situation... voilà. Moi, je ne peux pas croire déjà à cette situation parce que quand le FC Barcelone joue, c'est une manne financière, c'est une ressource énorme, n'est-ce pas, pour cette Liga. Et donc, je pense qu'à ce niveau également, il y a la question économique, mais ce qui importe aujourd'hui, ce qui est le plus important selon moi, c'est les conditions sanitaires. Si les gens sont en bonne santé en 2020, ils jouent au football, eh bien, que ça soit à huis clos ou pas, même si on ne retrouve pas l'argent nécessaire pour combler les droits télé et tout, je pense qu'en 2021 ou 2022, on peut toujours rattraper la situation. Si la maladie disparaît. Disparaît, oui. Angelo Folico, et les gens veulent savoir aussi par rapport à la Première Ligue. C'est vrai qu'on a parlé de reprise là également. Vous confirmez ? Oui, mais on continue à réfléchir. À réfléchir. Quand on sait que le Royaume-Uni est l'un des pays qui a été sévèrement touché par cette pandémie-là. Oui. Alors, on essaie toujours de discuter du côté de la Première Ligue. Récemment, il y a eu un collège de présidents de clubs qui est assis pour pouvoir réfléchir à voir comment. Mais là, c'est qu'il va falloir aller à un certain vote parce que tous les clubs ne sont pas forcément prêts à pouvoir repartir. Vous prenez les clubs classés 16e, 17e,
18e, 19e, 20e. Pour eux, il faut maintenir la saison comme telle, pas de relégation, pas de champion. Et donc, vous comprenez que pour eux, chacun essaie de tirer le drap vers lui. Maintenant, quand vous prenez les grands que sont Liverpool, City, United, Chelsea et puis les autres, ils veulent à tout prix aller jusqu'au bout de la saison, même s'il faut jouer à huis clos. On le sait très bien, jouer à huis clos, ce n'est pas forcément la même manne financière que quand on joue en présence des spectateurs, mais il faut y arriver parce que quelque part, vaut mieux récupérer un franc que de perdre tout. Et donc, les négociations continuent. Et puis, pour terminer, on essaierait de voir si on peut confiner tous les clubs dans une seule région, dans une seule ville. À Londres, par exemple. À Londres, par exemple, consigner des hôtels, faire des tests tous les jours à tous les joueurs et membres de staff. Mais tout ça, c'est quand même lourd, c'est fastidieux. Mais on veut y arriver à tout prix. Tout comme en Italie également, les entraînements ont repris de façon individuelle petit à petit, mais les entraînements collectifs sont programmés pour le 18 mai. Mais tout ça, on essaie toujours de voir pour terminer en disant qu'on verra toujours l'évolution de la situation concernant le Covid-19. Aristide Quevilien, ça devait faire applaudir les supporters de Liverpool parce qu'ils ne veulent rien attendre. Ah oui, ça fait 30 ans. Ça fait quand même 30 ans, s'il vous plaît, Franck Nougama. Ils veulent que ça aille jusqu'à la fin. Ah oui, et donc... Si vous étiez à leur place, si vous étiez un supporter de Liverpool, si vous étiez le président de Liverpool, comment réagirez-vous? Donc, je pense quand même que c'est tout à fait logique. Si on annule la saison, ça va être, disons, une catastrophe pour Liverpool. Pour Liverpool, parce qu'il n'y a pas de garantie aujourd'hui que Liverpool aura encore cette chance-là en 2021 de pouvoir faire les mêmes performances. Que ça soit peut-être en Première Ligue ou que ça soit, je dirais, en Ligue des Champions où ils ont réussi, il y a de cela, à faire la saison dernière, à arracher donc ce trophée. Donc moi, je pense quand même qu'au niveau des dirigeants, il faudrait qu'on réfléchisse également. Regardez par exemple, on interdit les matchs de football. Mais au même moment, il y a les transports en commun. Au même moment, il y a les écoles, les universités qu'on pense à réouvrir. Au même moment, il y a d'autres, enfin, les marchés et tout. Mais je pense que dans les stades, il y a beaucoup plus le risque de la contamination est moindre, à mon avis. Plutôt que dans les marchés et puis dans les transports en commun. Dans le stade, enfin, dans les stades, on peut prendre des dispositions, on peut même imposer des tests à ceux qui peuvent rentrer dans le stade. Ça, c'est clair. On peut, c'est-à-dire, au niveau des stades, on a la latitude de faire beaucoup de choses. Par contre, dans les marchés, ce n'est pas évident. Par contre, dans les lieux publics, les transports en commun, qu'on autorise, que les mêmes gouvernants autorisent de par le monde, eh bien, on n'a pas cette latitude-là. Donc, moi, ça me fait réfléchir. Je dis, mais... soit on annule tout et on se dit, mais oui, on n'a pas eu de compétition en Europe, et que ça soit, et qu'on oublie tout, plutôt que de pouvoir faire des jonglages, on peut dire, bon, et si on faisait ceci? Parce que là aussi, même si on observe les mesures barrières, rien n'est sûr qu'on n'aura pas de contamination, etc. En tout cas, le président biélorusse, lui, l'a dit, on continue de jouer au football. Oui, Latif Yorouma, l'Angleterre, avec cette histoire de Liverpool, il croise les doigts oui, mais écoutez, qu'on reprenne rapidement. Même sans le football, les gens continuent de mourir. Oui. C'est-à-dire que le Covid continue de faire des victimes. Il y a certains pays qui commencent à essayer de maîtriser un tout petit peu ou de canaliser un tout petit peu le mal. Maintenant, Aristide évoque un point important. Moi, je discutais avec des amis, je pense hier seulement, et je disais même au Togo, ici, par exemple, on a interdit des manifestations, par exemple des mariages, on a interdit des funérailles. Des regroupements massifs. Mais les marchés sont toujours ouverts. Oui. Vous voyez, les marchés sont toujours ouverts. Et là, il y a deux pas de mesure. Parce que quand vous allez au marché, mais écoutez, les habitudes, les comportements au marché, mais le coronavirus va nous écraser. Lorsque vous voyez les comportements dans nos marchés, la pandémie va nous écraser. Mais là, on dit, écoutez, si quelqu'un décède, bien quelqu'un a un mariage, il ne faut pas que ça dépasse 15 personnes. C'est juste une parenthèse. Pour dire que, écoutez, j'ai parlé tantôt de formules. Il faut trouver des formules. Parce qu'on a trouvé des formules pour continuer à vivre. Le Togo, il n'y a pas eu de confinement. En France, il y a eu de confinement. Au Brésil, il n'y a pas eu de confinement. Il faut trouver des formules. Mais dire, écoutez, on s'arrête, on ne fait rien. C'est plutôt la psychose qui tue les gens. Voilà. Qui rend les gens malades. Il faut toujours trouver des formules.
la France a trouvé sa formule, sauf qu'elle est impertinente. Elle va regretter, forcément. Oui, oui, c'est la clair. LFP va regretter. Mais écoutez, la saison 2020-2021, la France va jouer, oui ou non? Elle va jouer. Elle va jouer comment? Parce qu'on ne sait pas quand le Covid va disparaître. Il fallait trouver des formules. Ceux qui sont en train de trouver des formules pour finir la saison 2019-2020 trouveront également des formules pour entamer la saison 2020-2021. Donc la France ne va plus jouer, hein. Elle va attendre. C'est quand l'OMS va déclarer Covid-0 disparu de la planète que la France va commencer par jouer. Et donc moi je dis, il y a un problème. Maintenant en Allemagne, Angelo parlait tantôt de vote. Là également, c'est des soucis parce que la majorité n'a jamais raison. Ou soit c'est pas la majorité qui a souvent raison. Quand on dit, écoutez, ce n'est pas, en tout cas, l'argumentaire d'Angelo que je suis en train d'attaquer. C'est-à-dire que c'est la façon de dire, il faut voter. C'est-à-dire que si les faibles ou bien ceux qui n'ont pas peut-être la meilleure opinion sont plus nombreux, on dit, OK, parce qu'ils sont plus nombreux. Parce qu'ici, on dit ceux qui sont mal classés disent non, arrêtons. Mais arrêtons, au même moment, l'UEFA attend les représentants pour la Ligue des Champions. OK, on arrête et on prend qui, par exemple, comme peut-être veulent faire certains pays africains, on prend les représentants, donc les Tottenham, les Liverpool, ouais. Les quoi pour ramener en... Mais écoutez, donc moi je dis... C'est du n'importe quoi selon vous. C'est du n'importe quoi. Il faut trouver la meilleure formule, la formule la plus objective pour finir la saison. Et moi je dis, il faut que Liverpool quand même prenne son titre de champion. Mais écoutez, Liverpool doit finir son titre de champion. Il n'y a rien à dire. Elle doit gagner son titre après 30 ans. On va rester en Europe avec Neymar. Entre-temps, encore annoncé, il semble que c'était la priorité du Football Club Barcelone. Mais le conseiller du président Bartomeu, Carles Rezac, a dit non, ce n'est plus une priorité et que Neymar ne pouvait plus venir au Barça. Bon, Neymar et Barcelone. Vous ne comprenez plus. Je ne comprends pas. Bon, il est déjà parti là au PSG. Moi, quand on parle de Neymar, tout ce qui en grive me frustre, c'est que j'ai l'impression que c'est un joueur qui n'a pas de rêve personnel, n'a pas d'objectif. Parce que quand moi j'ai vu Neymar entrer dans la scène du football, je me suis dit, mais voilà quelqu'un qui peut, au-delà de Ronaldo, le Brésilien, au-delà de Ronaldinho, un Brésilien qui va maintenant se repositionner pour faire plaisir à ses frères. Mais lui, on dirait qu'il est dans tous les sens, il n'a pas d'objectif personnel. Il s'amuse trop. Moi, je me dis, mais Neymar, en continuant comme ça, il n'aura même pas un seul ballon dans l'avant de la clochette. Et ça serait, comme je le disais, décevant pour un tel joueur avec tout ce qu'il a comme qualité. Maintenant, je ne sais pas trop ce qui l'intéresse au Barça. C'est une erreur de venir au Paris Saint-Germain, peut-être? Erreur, non, je me suis dit peut-être qu'il n'a pas eu le temps de réellement vivre ce rêve-là qu'il voulait ou cette ambition, ou quand il est venu au PSG, il a vu que ça va être difficile. Mais en même temps, c'est quand c'est difficile qu'en tant que joueur Neymar, il doit montrer aux gens que il peut faire plus que ça. C'est dans ce duel entre griffes Ronaldo-Messi, c'est tout ce que moi j'ai toujours apprécié chez Ronaldo, c'est ça. C'est-à-dire que tu viens, tu montres aux gens que tu es capable de faire quelque chose, quelque chose qu'il y a derrière. On sait qu'au FC Barcelone, il y a déjà Messi, meilleur joueur au monde, comme on le dit. Il y a tout un entourage. Maintenant, c'est pas en restant avec les meilleurs qu'on est meilleur, non. Mais c'est en restant avec ceux que tu peux conduire qu'on va te reconnaître en tant que meilleur. Maintenant, son rêve d'aller au FC Barcelone, je sais pas c'est pourquoi aller faire. Il est resté là-bas, il a déjà eu tous les titres possibles. Peut-être un titre encore. Quel titre encore? Gagner encore la Ligue Mais moi, des je me dis Champions, aujourd'hui, il doit penser à gagner quelque chose d'individuel. Et avec le PSG, il peut le faire s'il reste concentré, s'il reste plus mature et qu'il garde la tête sur les épaules et jouer comme un joueur professionnel au lieu de faire cet épisode de telenovelas à chaque fois. C'est encore fichu, son retour, un éventuel retour au Barça pour Neymar. D'abord, avec cette sortie de Carles Rezac. L'arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain, je me rappelle, je pense il y a pratiquement 4 ans, j'ai vu ça comme une grosse surprise et puis une erreur sur le plan sportif. Neymar n'est pas arrivé au Paris Saint-Germain pour remporter les titres. C'est l'argent? C'est l'argent qui l'a amené au Paris Saint-Germain. Il n'y a rien à dire. À son âge? De vous à moi, quel joueur on a acheté à 222 millions d'euros à part Neymar? Il reste le plus cher. Il reste jusqu'à présent le plus cher. Et je pense que même dans les années à venir, il va encore rester longtemps
surtout avec cette période de Covid-19. Peut-être si quelqu'un s'est décidé à acheter Messi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou soit peut-être les présumés propriétaires de l'Olympique de Marseille, de Newcastle. voilà, des Newcastle, s'ils cassent leur tirelire, ils pourraient faire mieux. Mais je pense que le départ de Neymar du Barça dépend largement du choix de son papa. Parce que dans les négociations, le papa de Neymar a suffisamment pesé pour que son fils puisse choisir la direction du club de la capitale. Il a suffisamment gagné aussi. Et il a suffisamment gagné, voilà qui est dit. Donc, quelque part, oui, il faut reconnaître que dans le football, dans tout sport professionnel, on n'est pas censé rester dedans pendant l'éternité. Ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être même une saison. Et donc, quelque part aussi, il faut réfléchir, comme le disait tout à l'heure Aristide, trouver des formules, comme le disait tout à l'heure Latif, pour saisir le ballon au bon et surtout profiter des occasions qui sont là. Il est arrivé au Paris Saint-Germain. En tout cas, il a contenté les Qataris, même si la Ligue des Champions leur manque toujours. Le public parisien est plus ou moins satisfait des prestations de la star brésilienne. Maintenant, j'espère simplement que à son âge, il pourra faire un autre choix. Mais pour terminer, quel est le club aujourd'hui capable de déposer près de 180 millions, voire 200 millions d'euros sur la table? Ils sont poursuivis par le fair play financier et ils risquent même d'être sanctionnés pour les 2 prochaines saisons. Peut-être Newcastle, comme on le disait, qui va être racheté par un Saoudien. Mais tout ça reste quand même des hypothèses. Il a la nostalgie du Barça. Il a envie de revenir dans un club qu'il a fait gagner la Ligue des Champions. C'est une sensation forte. Et puis, pour dire, Neymar, après Ronaldo, Messi ou Messi, Ronaldo, il est le 3e meilleur joueur au monde. Et quand il touche le ballon, quand vous entendez Neymar, il n'y a rien à dire. On ne peut rien lui reprocher. Il n'y a rien à dire. Donc, j'espère que l'été ne va pas être encore redondant avec ce feuilleton Neymar. À lui d'être décisif dans ses choix. Aristide Coevilien, Neymar, oui, non, mais qu'est-ce qu'il vous dit? Moi, j'ai toujours considéré, disons, son arrivée au PSG comme une arrivée pas aussi pertinente. Parce que je pense qu'il aurait dû rester au FC Barcelone. Aujourd'hui, même avec cette pandémie de coronavirus, je pense que... Au FC Barcelone, il n'avait pas le pouvoir. Il y a Messi, mais il veut avoir le pouvoir, être seul quelque part. Dans certaines situations, il faut accepter être le numéro 2 et avoir peut-être la chance d'être un numéro 1 demain, que de vouloir être numéro 1 ailleurs. C'est un peu Messi comme ne partirait pas de Barcelone, qu'on a énuméré tout à l'heure. Oui. C'est vrai, mais moi je pense quand même qu'aujourd'hui, je parlais donc du cabinet KPMG qui a publié récemment un rapport par rapport à la chute donc de leur revenu avec Kylian Mbappé entre 169 millions ou 238 millions d'euros. Cette valeur qui a chuté pratiquement de 20%. Oui. Je pense que ça fait réfléchir, même des entraîneurs qui sont parfois censés protéger les joueurs, lorsqu'ils vont par exemple jusqu'à considérer Neymar comme un tricheur, je pense quand même que ça donne lieu à réfléchir, parce que ça ne donne pas une très bonne image à votre équipe. D'abord, moi ce qui m'importe, et ce qui m'énerve d'ailleurs chez Neymar, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur qui a un talent. C'est la première fois que vous énervez sur un plateau. Hein. Oui, non, mais il vous énerve. Il m'énerve parce que il fait toujours parler de lui dans le mauvais sens. C'est-à-dire, c'est un joueur, oui, si ce n'est pas histoire de boîte de nuit, c'est peut-être anniversaire, il est parti voir peut-être sa copine dans un autre village. Parce que, c'est-à-dire, quand on est joueur, il faut arriver à un moment, attirer l'attention des uns. Vous rejoignez Nolakina. Oui, bien évidemment. Regardez par exemple, j'ai toujours aimé ce joueur africain de l'Égypte, Mo Salah. C'est un joueur qui était très discret. C'est un joueur qui a eu le temps de voir jouer ses grands frères comme Adebayor, Didier Drogba, Yaya Touré et autres. Mais qui aujourd'hui, qui a réussi à s'imposer sur le continent. Mais aujourd'hui, quand on est jeune comme un Neymar et qu'on se retrouve dans des situations aujourd'hui, moi je pense quand même que vous pouvez être le plus talentueux du monde. Mais lorsque vous n'avez pas une très bonne image, eh bien, je pense que vous n'irez nulle part. C'est en cela, moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, si les conseillers de Neymar, particulièrement son père, si ces conseillers peuvent quand même lui prodiguer du petit conseil pour qu'il puisse se ressaisir, ça sera une très, très bonne chose. Mais là, aujourd'hui, vous écoutez Suarez, peut-être qui a envie de le revoir au FC Barcelone. Par contre, du côté donc, du PSG, on dit non, il ne retournera pas. Eh bien, je pense quand même que c'est un autre feuilleton qu'on est en train de nous préparer. Pour l'instant, je ne sais pas qui est le réalisateur, mais j'attends simplement de voir ce que ça va donner. Latif Yorouma, Neymar est-il sur le chemin de Ronaldinho qui a très mal fini
et d'un autre Brésilien, dont Adriano. Est-il sur... Robinho même. Oui. Robinho, il y a également Oui. Robinho. Oui. Je pense que oui, sauf que bon, Neymar a eu une étoile qui a plus brillé que tous ces noms que vous venez de donner, mais il s'apparente véritablement à ces joueurs-là, Robinho, Ronaldinho, qui, voilà, aux premières heures ont fait rêver, trembler, mais juste après, voilà, qui ont disparu. J'espère que ce ne sera pas le cas pour Neymar. Angelo a évoqué une raison manifeste que tout le monde voit, qui a pu amener Neymar au Paris Saint-Germain. C'est l'argent. Il n'y a rien à dire, 222 millions, mais écoutez, à l'époque, je pense que... Il gagne plus de à l'époque, 30 millions par saison. Hein. Oui, Oui. C'était, je crois, 100 millions qui était le transfert le plus... Avec Pogba. Avec Pogba, Ouais, voilà. 105, 105, Et quand puis il après, quittait la Juve il y a pour Mbappé Manchester. qui est arrivé avec Exact. 180 millions. Donc, 222 millions. Écoutez, et c'est un transfert, quoi qu'on dise... Vous êtes étourdi par le montant. Mais écoutez, Messi et Ronaldo voudraient qu'on dise que ce sont eux qui ont été achetés à ce prix-là. Il n'y a rien à dire. Alors, et puis c'était aussi un nom, ou bien une renommée pour Neymar, 222 millions. Ça, c'est la première raison. Mais écoutez, il y a d'autres raisons également, même si elles sont cachées. Quoi qu'on dise, Neymar avait aussi des ambitions. Parce qu'il se disait, étant trop dans l'ombre de Messi, il n'a jamais tiré un penalty. Si Messi ne le dit pas, tire ce penalty. Je me souviens de ce 6-1 face au Paris Saint-Germain. À un moment donné, Messi a dit, tire ce penalty. Parce que voilà, le jour-là, Messi n'était pas dans ses beaux jours. Mais si Messi ne lui dit pas, tire ce penalty, c'est Messi. Donc, il voulait se faire un nom. Mais sauf que, il a fait le mauvais choix parce que moi je dis, Nola Kina disait il faut qu'il gagne des titres individuels. Mais avec le Paris Saint-Germain, je ne sais pas quel titre individuel il peut gagner parce que le Paris Saint-Germain même n'est pas encore prêt de gagner. Parce que c'est Paris qui peut faire gagner aussi Neymar. Ouais. S'il gagne par exemple la Ligue des Champions avec le avant Paris... avant que le Paris Saint-Germain également ne commence à s'imposer sur l'Europe, il faudrait d'abord relever le niveau entier de la Ligue 1. Parce que ça commence par là. Il faudrait commencer par relever le niveau entier de la Ligue 1 en ayant 2, 3, voire 4 bons clubs. En Ligue 1 française, je pense que ça peut aider le Paris Saint-Germain si les Qataris sont chauds. Ils n'ont qu'à trouver également un cousin à El Haïfi pour prendre un autre club. Marseille ou, voilà, et là on aura chose. Et en ce moment, ce n'est qu'en ce moment qu'on verra Neymar véritablement chose. Et puis, il y a une troisième raison. Oui, allez-y très rapidement. Il n'y a pas de fondement, on le dit comme ça. Mais je dis, est-ce que par exemple Neymar ne voudrait pas un jour se retrouver pas au Real de Madrid? Est-ce qu'il n'a pas ses envies cachées de se retrouver un jour au Real de Madrid? Mais on ne voit pas Neymar quitter Barcelone pour le Real de Madrid. Mais il va incendier toute l'Espagne. Et donc, il fallait peut-être revenir à la maison. Passer par le Paris Saint-Germain et un jour, pourquoi pas se retrouver au Real de Madrid. Tout est possible. Et donc, moi, je dis, il avait des ambitions. Sauf que on ne le sent pas. En tant qu'ambitieux, il y a trop de Java, trop de cible, voilà, donc comme un ça bon fait Brésilien. que malheureusement, ça nous énerve tous, parce que sincèrement, comme vous voyez Neymar, mais il a tout pour devenir, le meilleur joueur Ballon d'Or. Ouais, sauf que là où il est, mais il s'amuse. Trop. Pep Guardiola de retour au Barça, possible? Oui, je rejoins Latif sûrement, tout est possible. Tout est possible dans le football ou dans le sport professionnel. Ça va très vite. Ça va très très vite. Et donc, Juan Laporta, qui a déposé sa candidature justement pour revenir aux destinées du Football Club Barcelone, parce que Josep Bartomeu, sincèrement parlant, ne maîtrise pas forcément les arcanes du football professionnel. Certes, il est arrivé au Barça avec un objectif, refaire revenir le club au premier plan européen. Il a gagné la Ligue des Champions en 2015 avec Luis Enrique. Mais derrière, on a senti qu'on a abandonné la Masia au profit de la Cartera. On ne fait que sortir des centaines de millions d'euros pour des joueurs, malheureusement, qui ne sont pas aussi efficients sur le terrain. Et donc, Juan Laporta, avocat, bien sûr, a réfléchi plusieurs fois, avec des conseils à gauche et à droite, a tout simplement décidé de revenir aux affaires. Il a dit, je suis élu prochainement, je ramène sur le banc Pep Guardiola, qui a fait gagner au Barça. L'historique sextuplé. Ouais. Il pourra refaire la même chose?
c'est une question à plusieurs équations. Juste rentrer un peu dans les archives pour dire que la plupart des coachs qui ont quitté leur club, qui ont fait des années et ils sont revenus, ce n'est pas forcément la rose. On se rappelle du cas José Mourinho avec Chelsea. On a vu comment ça s'est terminé finalement. Le cas Zinedine Zidane est encore beaucoup plus parlant parce que c'est beaucoup plus frais. Zidane, certes, aujourd'hui est adulé au Real, mais n'oublions pas également qu'il y a plusieurs critiques autour de sa gestion, autour de ce qu'il fait. Donc, je ne saurais dire que comme quoi le retour de Guardiola sera, je peux dire, une révolution au niveau de la gagne, mais c'est une possibilité. Mais tout ça reste à confirmer sur le terrain. Puis pour terminer, aujourd'hui, oui, Messi, lui, c'est le maître à jouer du Barça, mais il va falloir trouver d'autres joueurs autour de lui, aller sur un projet sur 3, 4, 5 ans. Ça ne peut pas tout de suite gagner. Parce que lorsque vous avez un entraîneur qui arrive avec son projet de jeu, il faut aller également chercher les joueurs qu'il faut. Quand on sait qu'avec Pep Guardiola, on mise beaucoup plus sur les jeunes pour pouvoir être sur la durée pendant 2, 3, 4 ans et gagner des trophées. Donc pour l'instant, pour moi, c'est un projet ambitieux, mais on attend de voir la suite. Voilà. On aura parlé de l'Europe, on va revenir en Afrique maintenant et parler surtout des éliminatoires de la CAN 2021 après le Covid-19. Il faut déjà imaginer des choses. On va en parler juste derrière cette petite pause. Eh bien, les éliminatoires de la CAN 2021 avec tout d'abord le Togo qui nous intéresse. Les éperviers ont mal entamé cette compétition. Et 2 matchs, 1 petit point. Ils sont 4e dans le groupe derrière les surprenants Comoriens, le Kenya et puis l'Égypte qui ne se retrouve pas après 2 journées. 2 petits points, 4 points pour les îles Comores, 2 points pour les Kenyans, 2 points pour les Égyptiens et puis 1 petit point pour le Togo. L'après-Covid 2019, il faut y penser déjà avec ces éliminatoires. Le coach, on va l'écouter dans cette émission, le patron des éperviers, il croit fermement, il dit à la fin, le Togo sera au rendez-vous, on va renforcer le groupe et autres. Bon, écoutez, les circonstances ont changé, il faut quand même avoir le courage de le dire. Sinon, il y a encore 1-2 mois derrière, je dirais que, écoutez, on a assez écouté Claude Leroy dans ce genre de discours, parce que oui, il parle avec fermeté, mais au rendez-vous, rien de nouveau sous le soleil. Il a dit la même chose lors de la CAN 2019, lors des éliminatoires bien sûr, ça n'a rien donné. Maintenant, écoutez, les cartes vont être redistribuées. Il faut quand même le dire. Parce qu'il y a M. Covid qui est venu. Oui. Avec cette crise sanitaire mondiale. Oui. Avantage ou, je ne sais pas, pour les éperviers. Écoutez, avant le Covid, on était bien parti pour être éliminé. On était bien parti pour être éliminé. Et déjà, je crois que fin mars, début avril, le Togo devrait dire adieu à la CAN 2021. Mais sauf que, voilà, la CAN a été, ou les éliminatoires ont été suspendus pour cause de cette pandémie. Ça suppose qu'il y avait un ordre qui était là, les forts et puis les faibles. Mais sauf que ce soit socialement, politiquement, économiquement, sportivement, après le Covid-19, il y aura un nouvel ordre. Il n'y a rien à dire. Les plus forts, soit vont encore être plus forts, ou bien les plus forts deviendront moyens et les plus faibles seront encore plus faibles, ou soit les plus forts deviendront moyens ou forts. Donc aujourd'hui, on s'accroche à cette situation heureuse. Sur cet aspect-là, je veux dire, je ne dis pas que la crise sanitaire est une situation heureuse, mais je dis, on s'accroche parce qu'il y aura un nouvel ordre qui va arriver. Peut-être que l'Égypte sera beaucoup plus éprouvée par le Covid-19, qui sait. Et peut-être que le Kenya, la psychose est beaucoup plus passée par là. Peut-être que le Togo est fort mentalement, ou bien le Togolais est fort mentalement. On aura quand même eu le temps nécessaire de pouvoir se remettre en cause. On aura eu le temps nécessaire peut-être de pouvoir récupérer nos joueurs blessés. On aura le temps de faire ci, de faire ça. Claude Leroy a eu véritablement une retraite, c'est-à-dire que
il ne sort pas, il s'est confiné chez lui au Togo, il est resté là-bas avec Pozo. Il aura le temps de réfléchir, de trouver autre moyen. Parce que lorsque vous écoutez plusieurs autres entités, ce n'est pas seulement au niveau des équipes, hein, vous entendrez, on vous dit oui, on a eu le temps de faire des projets, on a eu le temps de refaire la structuration de notre entreprise, de faire ci, de faire ça. Je pense que ce n'est qu'au bénéfice du Togo. On était très faible, très très faible, on devait être déjà éliminé. Aujourd'hui, on se dit que peut-être la crise va faire que les autres vont s'affaiblir également et qu'on sera tous faibles pour pouvoir relancer le jeu. Donc voilà un peu ce à quoi le Togo peut s'accrocher. On verra forcément la double confrontation face à l'Égypte. Sûrement que voilà, ça va se jouer à ce niveau. Les pays maghrébins ont été peut-être trop bousculés parce qu'on dit oui, le Covid sévit beaucoup plus là où il fait frais. Chez nous, il fait très chaud. On n'a eu que 11 décès, on n'est pas trop éprouvé. On espère que le Togo va réussir à prendre 4 points dans la double confrontation face à l'Égypte pour se relancer dans les éliminatoires. On va d'ailleurs écouter le sélectionneur des éperviers, Claude-Marie François Leroy. L'aventure n'est pas finie, je peux vous dire que bon, il y a 4-2-2, 1 point. Après 2 matchs, il nous reste 4 matchs. Quand on voit l'état d'esprit dont ils font preuve, quand on voit la volonté qu'ils dégagent, l'envie de bien faire et tout, c'est un groupe formidable, on va encore le renforcer. On va essayer de récupérer 3 ou 4 joueurs qui nous manquent, mais c'est quand même ces 2 matchs. Hélas, il n'y a qu'un point après ces 2 matchs, mais on se dit qu'on aurait dû en avoir au moins 4, ce qui était notre objectif au départ. On n'en a qu'un, il reste 12 points à prendre. Je suis sûr qu'on sera là à l'arrivée. Oui, comme on l'a dit, il croit à une qualification du Togo. Il a dit qu'il restait 4 matchs, donc 12 points à prendre. Nolakina Borosé, il a raison sur ce calcul. Bon, c'est facile de faire le calcul, mais on sait que quand on parle de football, c'est plus les matchs qui comptent. Maintenant, on est dans cette période où il n'y a plus de compétition du tout. Et pour un joueur de football, le joueur peut le prendre comme voilà, la fin d'une saison. Et quand on est en fin de saison, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on est en voyage, on se balade, on est en congé, oui. Tout ça. Mais sauf qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas faire tout cela. Donc, c'est plus des congés qui sont plus une prison que des congés ordinaires. Ouais. Maintenant, moi, ce à quoi je pense, c'est on ne sait pas quand cette situation va disparaître. Donc, ça veut dire qu'on sera obligé d'avoir de nouvelles dates pour ces éliminatoires-là. Donc, tout va dépendre maintenant de ces nouvelles dates et le temps de préparation. Parce qu'il faut d'abord que les joueurs reprennent l'activité avant de se mettre en équipe nationale et jouer. Si ce temps est court, ce n'est pas avantageux pour aucune équipe, ce n'est pas avantageux. Donc, on sera obligé de faire avec ces conditions-là. Maintenant, si on repart sur l'état de notre équipe ou la force de notre équipe, on sait que voilà, on n'est pas aussi sur 10, on a peut-être la moyenne. Mais ça ne suffit pas quand on veut battre les meilleurs, quand on veut se qualifier pour une phase finale de la Coupe d'Afrique. Et je pense que le coach, Claude Leroy, il sait déjà. Maintenant, on va pas aller en arrière pour encore chercher des joueurs de gauche à droite. On sera obligé de faire avec les joueurs qu'on a déjà. Maintenant, à ces joueurs-là, maintenant, de doubler d'efforts, de faire plus que ça, même si on sait que voilà, derrière, il y a eu, on va dire, il y a eu un manque de compétition, il y a eu un manque d'exercice physique, mais on sera obligé de faire avec les compétitions qu'on a devant, surtout. Tout va dépendre du délai, c'est ce que moi je pense. Tout va dépendre du délai qu'on aura après, voilà ce que la CAF a proposé pour faire ces éliminatoires-là. Ouais. Les éliminatoires de la CAN 2021, Angelo Folikwe, que dire? Le Togo dernier pour le moment de son groupe, derrière les îles Comores, le Kenya et l'Égypte, avec 1 point. C'est vrai que quand on prend le Togo sur le plan comptable, on pourra dire tout simplement qu'on est très très loin. Mais moi, je pense qu'il y a encore de la chance, de la marge. Tout est possible. Le Togo peut revenir, mais tout dépendra toujours, on l'a dit, sur les matchs, sur le terrain, la performance des éperviers sur le terrain. Et puis, souvent, lorsque vous êtes face à un adversaire également, tout dépend ou tout est relatif par rapport à son état de forme actuel. Et donc, l'Égypte, les Comores, le Kenya, ce sont des nations qu'on va encore rencontrer. Qui vous dit que le Togo ne peut pas les battre? C'est vrai que, oui, en se basant sur certains paramètres, il y a quelques mois, on peut dire qu'on n'a pas de chance. Mais moi, je dis, le football réserve souvent une certaine incertitude où les plus gros, les favoris, souvent rencontrent des difficultés. Et ces équipes-là qui sont supposées faibles, ce sont elles qui font tout le contraire ou réalisent des exploits. Et donc, j'espère tout simplement que cette dynamique d'état d'esprit de Claude-Marie François Leroy va rester telle, même plus, pour arriver à galvaniser
mobiliser tous les joueurs et arriver à faire un résultat. On n'a pas été présent lors de la dernière CAN. Oui. Ça reste quand même au travers de la gorge du supporter lambda. Et il va falloir faire les choses autrement et retrouver cette confiance-là qui, ma foi, est de plus en plus effritée. Quand on prend aujourd'hui cette sélection, oui, on a quelques joueurs qui, quand vous les voyez, vous donnent une certaine garantie de faire un bon travail sur le terrain. Il y en a d'autres qui sont moyens, il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. Mais c'est un collectif, une équipe nationale. Et donc, c'est ensemble qu'on devrait quand même travailler pour y arriver. Je me rappelle encore récemment la déroute de l'Égypte à domicile en Coupe d'Afrique des Nations face à l'Afrique du Sud. Exactement. Ouais. Qui l'aurait cru. Et donc, le Togo aussi a ses chances. Et pour encore continuer la discussion, c'est que moi, je me dis, est-ce qu'il n'est pas temps que la CAF se propose, par exemple, de reporter cette Coupe d'Afrique des Nations? On parle de la CAN 2021 en janvier. On est en mai et on ne sait pas quand exactement on arrivera à juguler de façon efficace cette pandémie. Ça, sincèrement, nul ne pourra se prononcer sur ça. La CAN en janvier a été toujours un éternel problème, une éternelle discussion entre les joueurs et les sélections et la CAF, parce que la plupart des joueurs professionnels ne sont pas du tout d'accord que la CAN se joue en janvier. Pendant ce temps, ils sont dans leur club où ils sont en train de disputer des championnats et même des compétitions européennes. Et si, par exemple, vous quittez votre club pour venir disputer une Coupe d'Afrique des Nations, d'emblée, quelqu'un d'autre prendra votre place. À votre retour, vous n'aurez même plus peut-être l'occasion d'être titulaire et de retrouver votre place au sein de votre escouade. Donc, tout ça réuni, moi, je dis que la CAF, tout simplement, comme l'a fait l'UEFA, à reporter son euro, il faut également penser à reporter cette CAN-là, histoire de prendre le temps suffisamment avec les organisateurs, par exemple, qu'est le Cameroun, de réfléchir par rapport à tout ce qui concerne les infrastructures, la logistique, les transports, et de se projeter sur 2022. Et là, on sait que pendant plusieurs mois, on aura le temps de conjurer ce virus-là et de permettre à tous les acteurs de pouvoir compétir en toute confiance. Ça, c'est important. Il y a la Coupe du Monde 2022, à ne pas oublier. Justement, de toutes les façons... Il y a 16 éliminatoires qui attendent aussi les éperviers. De toutes les façons, Franck, moi je dis haut et fort qu'il y a toujours une formule à trouver, quelle que soit la situation. Voilà. Aristide, les éliminatoires 2021 de la CAN, c'est mal parti pour le Togo, mais les éperviers peuvent toujours se reprendre. Oui, mais comme on le dit, le malheur des uns peut toujours faire le bonheur des autres. C'est-à-dire qu'au moment venu, lorsqu'il y aura des pays qui ne seront plus, disons, en forme, eh bien, ça pourrait profiter à des pays qui n'étaient vraiment pas prêts pour, disons, cette compétition. Mais ce que je retiens, c'est que après cette pandémie, ou peut-être à la reprise, pour être beaucoup plus précis, ce qui va se passer, c'est que visiblement, on aura disons, une autre séance des éliminatoires. C'est-à-dire, c'est des éliminatoires qui vont se jouer en 4 journées. C'est vrai. C'est-à-dire, on va oublier ce qui se passe tout en ayant en tête que oui, on commence de nouvelles éliminatoires, mais avec, par exemple, le Togo en 4e position. Maintenant, quitte au Togo de tout faire pour peut-être jouer et être en pole position ou peut-être être deuxième pour pouvoir participer à cette compétition. Parce que quand vous analysez bien les choses, vous allez voir, dans le groupe, oui, le Togo n'est pas forcément un outsider. De la même façon, le Togo n'est pas favori. Mais quand l'Égypte viendra jouer, disons, au Togo, ça fera objet de curiosité. L'Égypte qui vient jouer au Togo, c'est un peu comme le PSG qui va jouer à Dijon. C'est un peu comme, je pense, le FC Barcelone dans la Liga qui va jouer avec l'Espagnol Barcelone. Donc, je pense que ça fait objet de curiosité et ça amène les gens à supporter. Parce que je dis souvent que l'orgueil local est un élément fondamental dans le football moderne qu'on ne va pas oublier. Quand vous jouez à domicile, cela vous donne, disons, une certaine motivation de se dire qu'on ne va pas décevoir notre public. Mais le Togo l'a déjà fait. Oui, mais attention, au Togo, on sent quand même qu'il y a une pression énorme à domicile. Cette pression-là, ça ressemble un peu à ce qu'on ressent dans les classes d'examen. C'est-à-dire que lorsque vous échouez une première fois, lorsque vous passez encore l'examen, le même examen pour une seconde fois, vous avez plus peur que celui qui n'a jamais passé l'examen parce que vous vous dites, mais si j'échoue encore, on va dire, mais finalement, le gars là, il n'est pas intelligent ou quoi. C'est ce qui arrive souvent au Togo. C'est ce qui arrive au Togo. Vous êtes confiant pour la suite? Il reste 12 points à prendre.
comme le sélectionneur l'a dit. Non, je pense, je rejoins Angelo, tout est possible, c'est le football. Et surtout que les cartes seront redistribuées. Je pense quand même que si le Togo se comporte de la plus belle des manières et que le Togo a ses pions, eh bien, le Togo peut aller donc à cette Coupe d'Afrique des Nations au pays d'Amadou Aïdou. Très bien, quelques secondes de pause et on vous retrouve. On parle maintenant du championnat national de football ou bien des championnats nationaux de football avec la D1 et la D2. La D1 était à sa 20e journée. Il restait 6 journées pour boucler la compétition. Il y a Asco qui est en tête, suivi d'Unisport. Au niveau de la D2, c'est l'AS Bina et puis qui déjà entend deux, qui contrôle les choses à ce niveau. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, que faire de cette saison 2019-2020? Annuler les compétitions ou quoi faire? Faire comme le Cameroun ou bien la RD Congo? Mais beaucoup de choses se disent, les gens s'interrogent là-dessus. Mais Nolakina, ça vous dit quoi, vous? Bon, d'entrée, on sait tous que cette question sur la saison 2019-2020, elle est devenue globale. Ce n'est pas juste au Togo qu'on réfléchit. Dans beaucoup de pays, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie. Et on sait qu'en Afrique, beaucoup de pays se sont déjà penchés, comme en Europe d'ailleurs. Ouais. Certaines fédérations ont annulé leur saison. D'autres ont décidé de continuer. D'autres attendent d'abord. Mais je pense que dans cette formule-là, on ne garde que 3 options. Ouais. Alors, si on annule aujourd'hui, ça veut dire que voilà, pour faire face aux compétitions de la CAF, on sera obligé de retourner à la saison passée pour reconduire les mêmes clubs. Exactement. ASC Maranatha. Correct. Maintenant, si on décide aujourd'hui de continuer veut dire voilà, il faut faire recours aussi au pouvoir politique. Ouais. Est-ce que tout ce qu'on a décrété comme état d'urgence, est-ce que ça sera terminé? Jusque-là, il faut compter sur le pouvoir. Maintenant, la troisième option, c'est quoi? C'est décider qu'on termine. Ça veut dire que prendre en compte les résultats actuels. Donc, ça veut dire que les premiers actuels seront reconduits. Mais je crois que le gros souci, c'est au niveau de ceux qui sont en bas. Voilà. Est-ce que ceux qui sont en bas vont accepter, voilà, descendre en D2? Est-ce que ceux qui sont au niveau de la D2... Donc, à ce niveau, c'est compliqué. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, la FTF a bien fait de prendre un peu de temps. Parce qu'une série de se précipiter, voilà, donner des solutions pour que voilà, tout le monde commence à se battre en griffe. Mais moi, je pense que tout reste possible. Si on décide aujourd'hui de dire que la saison s'arrête, forcément. Mais la difficulté aussi, c'est au niveau des points dans le championnat de D1. À partir de peut-être, quand on laisse les deux qui vont descendre, on voit que les points sont tellement très similaires. Ouais. C'est ce qui est bizarre. 18 points à prendre. Hein. C'est ce qui est bizarre. Au milieu, on a 25-26. Quand tu montes, tu as 28-29. On dirait que tous les clubs ont les mêmes points. Ouais. Mais je pense que, puisqu'il faut jouer pour accéder peut-être au haut niveau, on peut peut-être demander, je ne sais pas, on peut créer voilà, une sorte de barrage ou des matchs à compétition, voilà, confrontation directe pour que les gens ne disent pas que voilà. De play-off, pourquoi pas? Pour ceux qui. Parce que si on dit aujourd'hui, toi tu descends, sûrement qu'on va entendre voilà, du brouhaha. Non, la saison n'est pas terminée, machin. Mais quand on propose d'autres formules, allez, confrontez-vous directement pour voir qui va tomber. On sait que voilà, j'ai joué, j'ai pas réussi et je suis tombé. De la même manière en D2, on peut faire la même chose pour éviter voilà, que les gens disent que la saison n'est pas terminée, on nous a triché, machin. Je pense qu'on propose quelque chose d'autre pour que ces clubs-là jouent un play-off. Ils sauront que voilà, il faut que je gagne ce match pour aller en D1. Si je ne gagne pas, je descends. Et je pense que bon, ça peut servir. Mais il reste maintenant à la FTF de continuer à réfléchir, décider pour voir ce qui peut alléger tout le monde. Latif Irouma, il se dit, on va dire sur certaines sources, que oui, la fédération a déjà pris une décision en attendant peut-être de l'officialiser. On arrête le championnat à ce niveau après la 20e journée. Et voilà, et il n'y aura pas de montée. Il n'y aura pas de montée. Les 14 de la D1 sont maintenus, mais il n'y aura pas de montée. C'est le meilleur scénario. On ne dit rien d'officiel, mais c'est des suppositions. Nous avons, oui, c'est les bruits de couloir. On sait certain que la fédération a eu une réunion ce mercredi. En tout cas, les membres du commerce se sont retrouvés, même si tout le monde n'a pas répondu à cette réunion-là. Mais je dis, écoutez, toutes les options sont possibles, à mon avis. Sauf, je dis toujours à mon avis, sauf l'option d'annulation. C'est une absurdité, selon moi. Écoutez, on a fait 4 tiers de la saison, et 3 tiers, voilà.
les 3/4 de la saison. 26 journées, on a fait 20 déçus. On a fait 20 déçus. Il reste 6. Il reste 6 journées, ça veut dire qu'on a fait les trois quarts de la saison. Oui. Et on dit on annule. Écoutez, les gens se sont saignés. Les présidents des clubs ont mis de l'argent. Est-ce que ce n'est pas le moindre mal? 20 journées? Non, ça c'est le plus grand mal. Ce n'est pas le moindre mal. C'est le plus grand mal. C'est-à-dire que le fait d'annuler. Annuler quoi? Annuler quoi? Moi, ce qui m'irrite, c'est qu'il y a trop d'intérêt en jeu. Autour. Ouais. C'est que chacun tire le drap de son côté. Lorsque vous prenez, c'est pourquoi c'est souvent mauvais d'avoir un bureau où on n'a que des présidents de club. C'est-à-dire que chacun protège, défendre ses intérêts. Au lieu d'avoir des idées, d'avoir une décision qui peut se mettre le football au-dessus, en fait. C'est ce que moi je pense. Parce que ici, écoutez, ils sont nombreux dans ce bureau. Ils sont nombreux. Ceux qui sont menacés, par exemple, par la relégation, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Vous prenez le président de Koroki, par exemple. Vous prenez Koroki, vous prenez Agaza, vous prenez Ifodie. Ils sont nombreux là-bas. Et j'ai cité, ce sont des poids. Agaza, Ifodie, ce sont des poids. Poids lourds, voulez-vous dire, à la dans fédération, le bureau? Oui. Ouais. Mais l'honorable Amétodi, c'est un poids à la fédération. Ouattara, Amadou, c'est un poids à la fédération togolaise de football. Je parle du COMEX. Mais c'est ce que je dis. Ce sont des poids. Aujourd'hui, ces poids-là ont pesé. Il y a certains, la situation les arrange aussi. Vous prenez par exemple ASK, la situation arrange ASK. Ouais. C'est-à-dire que si... On peut les retrouver en compétition continentale. Écoutez, oui. Si on annule la saison... ASK et Maranatha, j'ai oublié Maranatha. Ouais. J'ai oublié Maranatha. L'honorable Gabriel Amé n'est pas dans le bureau, mais c'est un poids. C'est un poids lourd. Il n'est pas dans le bureau, mais c'est un poids. Mais le meilleur scénario pour vous, c'est quoi? Mais le meilleur scénario, ou soit on attend, parce que moi je dis, même si on annule cette saison, on va rejouer ou pas? On jouera. On jouera avec Covid ou sans Covid. Voilà pourquoi je dis, annuler, c'est une absurdité. Très bien. Il faut trouver des formules. Les formules, entre autres, Nolakina les a énumérées, entre autres. Ou soit le championnat, il s'arrête là et puis on suit le classement. Très bien. Ou soit la fédération, parce que moi je dis là où même c'est facile, des gens devraient descendre normalement. Mais la fédération a ce qu'on appelle le veto. Le comité exécutif a toujours un veto. Le dernier mot. C'est-à-dire que ceux qui tombent, la fédération a le veto de dire parce qu'il y a eu Corona, on n'a pas pu terminer, ils ne tombent pas. Et sans Corona, on a gardé des gens. N'oubliez pas qu'à la Fédération togolaise de football, il y a eu une conférence de presse pour dire que nous maintenons, au nom de l'apaisement, nous maintenons Gomido et Bikin. C'était deux camps. Il y a eu des choses comme ça. Donc moi je dis, il fallait le faire. Ou soit on attend, ou soit il y a même des playoffs. Il y a des playoffs qu'on pouvait jouer. On prend les 4 premiers ou les 6 premiers. On les fait jouer en play-off. On sort un champion, on sort un vice-champion. On prend les 4 derniers ou les 6 derniers. On joue, on sort. Mais quand on annule comment? Et les millions que les gens ont mis dedans. Vous n'êtes pas d'accord. C'est pas possible. On n'a pas encore annulé. Non, mais on n'a pas encore annulé. Il n'y a aucune décision. C'est des suppositions. C'est ce que je dis. C'est des suppositions. Oui, mais parler d'absurdité. Vous ne trouvez pas que ce mot est bien placé? De mon cher collègue Latif. C'est pourquoi j'ai dit que je ne comprends pas. Mais c'est son avis. Et je le respecte. Par contre, dans certains pays, on a annulé les championnats. Et la conséquence, c'est quoi? C'est-à-dire que le premier qui est resté dans ce cas tel dont nous parlons, où le championnat a été annulé, devient champion. Il est sacré champion, mais il n'a pas, par exemple, le titre. Okay. Et au même moment, les derniers qui sont, par exemple, classés... Ceux qui sont dans la zone rouge. Dans la zone rouge, relégués, ils ont été relégués. Et les 2 premiers au niveau des divisions inférieures ou bien de la D2 ont reçu leur promotion de venir en première division. Je pense que... Ça veut dire que quelque part, ça n'a pas été annulé. Oui, le mot annulé. Mais non, quand Latif parle d'investissement de la part des présidents et autres, oui, nous tous, nous savons comment notre championnat fonctionne. Et oui, nous savons combien de fois les présidents saignent pour donner une certaine perfusion financière à nos clubs pour pouvoir exister. Mais est-ce qu'aujourd'hui,
ce n'est pas l'homme, ce n'est pas les joueurs, ce n'est pas le public sportif que l'on prend en compte. Parce que si on reprenait par exemple le championnat, qu'est-ce qui prouve qu'on ne va pas encore avoir par exemple des contaminations liées au Covid-19 ? C'est là la question. Est-ce que nous disposons, par exemple, des moyens aussi, grandioses des Européens pour faire les tests à chaque match ou après des matchs par rapport aux supporters? Vous voyez tout ça. Je pense que le contexte... On fait selon les moyens. Oui, bien sûr. On n'a pas le choix. En fait, mon idée n'est pas de remettre les joueurs sur le terrain. Je dis, écoutez, il y a plusieurs façons. Oui, mais rien ne presse. Oui. On attend. Jusqu'à quand, Latif? Non, mais attendez, on a le temps. La CAF n'a pas mis les bornes. La CAF n'a pas mis les bornes. Parce que la CAF même n'a pas donné les dates auxquelles elle compte jouer la Champions League. Oui, la CAF n'a pas mis les bornes. On attend. On a le temps d'attendre. On attend. Ou soit justement, le championnat s'arrête là. Oui. Il s'arrête là. Mais il décide de ça. Mais quand on dit, on annule tout. Je ne dis pas qu'il y a une décision qui est sortie. Mais c'est les bruits de couloir. Donc, on attend selon vous. Comment Je vais terminer en disant que je pense que tous ceux qui sont au niveau de la FTF sont des responsables. Et à chaque fois qu'il y a un sujet, on le met sur la table. On essaie toujours de voir tous les contours, les paramètres du sujet. Et in fine, on arrive à tirer une conclusion qui est, je peux dire, profitable à tout le monde. Profitable. Parce que, oui, il y a un problème d'intérêt des uns et des autres. Celui-là ne veut pas forcément descendre. L'autre veut forcément arriver en première division. Mais je dis et je répète que seule la fédération a son dernier mot à dire. Et c'est ce qu'on va décider qui arrange pratiquement tout pour éviter une énième crise. Parce que là, nous disons une chose. Ce ne sont pas des problèmes sportifs sur le terrain. On n'a pas par exemple, fait mal à tel club où on lui a retiré un point par rapport à telle situation, mais c'est le Covid-19 qui oblige tout le monde à pouvoir comprendre la situation comme telle. Vivement qu'il y ait une compréhension et qu'à la fin, on ait finalement une décision pour permettre à préparer la saison prochaine. Aristide Covidien, je pense que ça on fait quoi? Non, moi je ne suis pas quand même... de ceux qui pensent qu'il faut annuler. Naturellement, je ne pense pas que ça doit être la bonne décision. Je pense que l'arrêt ou simplement la reprise. Et d'ailleurs, si c'est la reprise, on le savait depuis. Vous vous rappelez qu'on revient souvent avec ce débat, Latif doit se rappeler, sur la question des confrontations directes, ou dans les tests, c'est-à-dire qu'à chaque fin de journée, il faut tenir compte de ça. Parce qu'on se dit qu'il y a un cas de force majeure qui peut arriver et que le championnat... on peut être obligé d'arrêter le championnat. Voilà pourquoi, à chaque fin de journée, on dresse le classement, mais en même temps, on dit au club, voilà, en termes de confrontation directe, ASK est devant parce que ASK a marqué plus de buts, ou ASK a été battu, ou ASK a battu ASCO entre-temps lors du derby, etc., etc. Je pense que tous les clubs savaient. Mais aujourd'hui, si les gens font semblant de ne pas savoir, c'est un peu comme de l'hypocrisie. On veut profiter de la situation, peut-être pour s'offrir une place et dire « Ah, ok, donc dans ces conditions, on ne veut pas de relégation et tout. » Voilà comment moi j'analyse les choses. Maintenant, le deuxième scénario, c'est quoi? C'est que c'est l'État qui peut sauver la situation. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans... L'État a décrété l'urgence sanitaire. Et pour donc, 3 mois. Pour 3 mois. Qui peut être renouvelé. L'État peut voir la situation et décider de dire oui. Nous allons renouveler jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre. Ce qui veut dire que, eh bien, pour reprendre là, il y a toujours l'incertitude. Mais là, à ce niveau, l'État peut dire, OK, comme on l'a fait en France, j'arrête, ou bien il n'y aura plus de manifestations sportives jusqu'à la fin de l'année. L'État sauve tout le monde et on s'en tient, par exemple, à cette décision. Attention, l'État ne sauve pas tout le monde. Non, c'est-à-dire que dans ces conditions, lorsque l'État prend une décision... Ça veut dire que l'État arbitre. Oui, lorsque l'État prend une décision, ou bien lorsque l'autorité, quand je parle de l'État, c'est la personne de droit public, n'est-ce pas? Donc, quand l'État prend une décision, l'autorité prend une décision dans ces conditions, surtout en état d'urgence sanitaire... Elle s'impose. Elle s'impose et ça ne peut pas arranger tout le monde. C'est un peu comme... Ça, je suis d'accord. Les gens qui ont l'habitude de vendre du com à 21h, on dit, nous sommes en état d'urgence sanitaire, il y a couvre-feu. C'est une décision qui ne les arrange pas, mais ils sont obligés de suivre. C'est pour ça que je dis, quand l'État va prendre une décision, ça va sauver tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde sera obligé de dire, ah, le colonel Akoui va dire, ah, oh, Dieu merci. C'est l'État qui a dit. C'est l'État qui a dit, parce que tout ce que l'État doit faire
pour éviter qu'il y ait propagation de la maladie. C'est ce que l'État a fait. Et donc, en prenant cette décision. Donc, je crois que c'est les deux scénarios. Sinon, au cas contraire, lorsque l'État ne dira rien et qu'on va peut-être attendre, on peut attendre éternellement jusqu'à décembre sans qu'il n'y ait pas de décision. Mais là aussi, c'est grave parce qu'il faut situer les gens. Il faudrait qu'on situe les gens très rapidement pour que les gens puissent penser à autre chose, à faire autre chose. Je pense que c'est le plus important. Ouais. Très bien. Donc, oui, mais je vais ajouter quelque chose. Oui, si la décision de l'État arrive, il faut quand même au niveau de la FTF qu'il y ait une décision plus technique, c'est-à-dire les classements, les régulations. Parce que c'est ce que tout le monde attend. C'est ça même le voilà pourquoi je disais que l'État ne sauve pas tout le monde. Parce que quand on prend par exemple le cas de l'Entente 2, une équipe qui a envie de revenir en première division et qui fait les choses comme il faut sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend le classement de façon comptable, l'Entente 2 est bien partie pour rejoindre la première division. En tout cas. Mais là aussi, il y a beaucoup, je dirais, je ne sais pas, des a priori. On veut peut-être penser autrement. Franchement, il va falloir trouver une solution. Parce que là, ça crée déjà des problèmes. On va attendre les jours, les semaines à venir parce que là, voilà, en tout cas, la dernière décision revient à la Fédération togolaise de football. Voilà. Il faut qu'elle soit proche c'est vrai qu'aucune décision ne fera l'unanimité. Oui. Mais il faudrait que ça soit proche de l'unanimité. Voilà, il faut prendre une décision qui arrange tout le monde en fait. Bon, on verra peut-être dans les jours, les semaines à venir. Et voilà, comme on l'a dit en début d'émission, on vous repropose, si on peut le dire ainsi, l'interview exclusive de Horacio Beno Freitas, l'ancien ministre des Sports. Il est footballeur, basketteur, handballeur, volleyeur, lanceur de disques. Il a tout fait. Et voilà, je vous propose de suivre cette interview qu'il nous a accordée sur une trentaine de minutes. À très bientôt. Horacio Beno Freitas, bonjour. Oui, bonjour Franck. Vous avez été à plusieurs reprises ministre des Sports au Togo. Quel regard portez-vous justement sur le sport dans ce pays après 60 ans d'indépendance? Merci de m'avoir invité pour cette émission. Permettez que je salue les auditeurs, que je fasse un petit coucou à votre directrice générale, Madame Diana Lawson, et que je vous remercie et vous félicite. Vous-même, Franck Munyama, pour tout ce que vous faites à Sport FM, pour tenir le sport togolais à bout de bras pratiquement, pour qu'il ne sombre pas. J'ai eu la chance, en effet, d'avoir connu le sport togolais dans son ensemble de 1958, année de mon entrée en 6e au lycée Bonne-Carrère, à 1966, à nous, j'ai quitté le lycée de Tocoin pour la France. Je suis revenu en 87 et je peux dire que je suis l'actualité sportive dont j'ai été très humblement et quelquefois un auteur privilégié et un pratiquant de haut niveau, en étant aussi un responsable de haut niveau. Après donc 60 ans d'indépendance, on a l'impression que le sport togolais piétine, ou plutôt stagne. Grâce surtout à son football, le Togo a brillé de mille feux jusqu'à participer au Mondial 2006 en Allemagne. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce sont surtout les clubs comme l'Étoile filante, la Modèle, Agaza, Dito, qui ont fait parler du football togolais et du sport togolais sur le plan international. Quant aux autres disciplines sportives pratiquées chez nous, je ne peux pas dire que le niveau ait dépassé la région. Je n'aime pas parler de sous-région parce que c'est seulement en Afrique qu'on parle de sous-région. Il n'y a pas de sous-région ouest américaine ni de sous-région est européenne, etc. Lorsque je me rends compte qu'on parle de sous-région, c'est que nous nous rabaissons nous-mêmes. Quand on voit le budget que l'État togolais accorde au sport en général, et le regard que je porte sur notre sport est plutôt triste et très négatif, sans avenir. Nous nous contentons souvent de nos championnats qui se déroulent tous à Lomé, excluant le reste du territoire national. Bref, je suis plutôt pessimiste. Pour beaucoup, le sport togolais draine toujours des problèmes de moyens, de financement, d'administration, de gestion. Que répondez-vous à ces personnes? Les moyens mis à disposition pour le sport par l'État sont vraiment insuffisants. Je pense que les grandes sociétés de la place, multinationales étrangères basées au Togo et qui se font beaucoup d'argent, devraient sponsoriser quelques disciplines sportives autres que le football. On peut supposer que le groupe Bolloré, sans faire de publicité évidemment, que le groupe Bolloré prend le basketball togolais en charge, que Total prenne l'athlétisme, Sintogo la boxe, la brasserie Bébé le handball, avec des sociétés comme Sivop, Dodo Cosmétiques, etc. Je crois qu'on peut compter et puis même peut-être signer un contrat avec ces sociétés pour qu'elles sponsorisent notre sport. Quant à la gestion calamiteuse des fonds
les scandales du Mondial 2006 et des différentes Coupes d'Afrique des Nations sont là pour nous confirmer qu'il existe toujours des administrateurs véreux, détourneux, qui ne sont jamais jugés ni condamnés malgré les enquêtes qui commencent au grand jour et qui se diluent avec le temps. C'est vraiment dommage pour nos sports. Au moment où vous étiez aux affaires, vous avez certainement posé des actes qui vous ont marqué, qui ont laissé des traces. Quels sont-ils? Oui, Franck, permettez que, avant que je ne parle des actes que j'ai posés à ce ministère, je rende un hommage mérité à mes prédécesseurs et aussi à mes successeurs, parce que c'est un ministère difficile et on n'a pas beaucoup d'argent en général. Mais ce que j'ai fait en arrivant en septembre 91, c'est que j'ai commencé par la réouverture de l'Institut national de la jeunesse et des sports, l'INJS, en 1992. Il était fermé depuis 8 ans. Et j'étais allé expliquer au président Yadema, paix à son âme, l'utilité de former des enseignants de PS et des encadreurs de notre jeunesse. C'est ce qu'il fallait pour notre pays. Et le président Yadema avait fini par accepter. Après, j'ai réhabilité certaines infrastructures du pays. Je peux donner le cas du stade des Cheminots, sur lequel je jouais moi-même quand j'étais jeune. Et ce stade des Cheminots à Kassimé était devenu le marché au charbon. J'ai fait mener des négociations par les cadres du ministère avec les responsables du marché au charbon. Mais comme ces rencontres, ces négociations, ces discussions n'aboutissaient pas, il a fallu que j'en parle encore au chef de l'État pour que les caterpillars de notre armée viennent tout déblayer avant que je ne fasse rénover le terrain de football, construire un nouveau terrain de handball et un autre terrain pour le basketball. Aujourd'hui, quand je passe par là, et je n'habite pas loin, je suis fier du ministère des Sports. J'ai fait construire un autre terrain de basketball sur un espace que j'ai négocié avec la compagnie des chemins de fer du Togo, CFT. C'est bien le terrain de la Modèle. Pour gérer tout ça, j'ai créé la direction des affaires communes, des études et de la planification, la DACEP, que j'ai confiée à M. Kossibin Reinhardt, un expert sportif que tout le monde connaît. Ensuite, avec la coopération française, nous avons construit des aires de sport avec des espaces sablonneux pour la lutte, un terrain de basketball, une petite piste d'athlétisme dans les grandes villes comme Anejo, Palimé, Atapamé, Sokodé, Kara, Mango et Dapao. J'ai personnellement négocié avec M. Gun, le responsable de Western Union au Togo, qui était un cadre de la banque UTB, le financement du championnat cadet de Western Union. Donc tous les ans, Western Union finançait le championnat cadet de football de Dapao à Lomé. Depuis mon départ du ministère, mystère. Vous savez, à l'indépendance du Togo, donc le 27 avril 60, on a joué la Coupe de l'Indépendance. En 61 également, en 62 également. Mais après le coup d'État du 13 janvier 63, la Coupe de l'Indépendance a été stoppée. On ne jouait plus que la Coupe du 13 janvier. Mais j'ai convaincu le président Yadema de l'importance de reprendre cette Coupe du 27 avril. Je vais vous donner une anecdote à ce sujet. La première édition de la Coupe de l'Indépendance a eu lieu en 1999. Et exprès, j'ai fait diffuser un communiqué à la radio et à la télévision disant que le président Yadema offrait l'entrée gratuite à la finale de la Coupe de l'Indépendance à tout le monde. Comme vous pouvez l'imaginer, le stade municipal était plein à craquer. Le lendemain, le président me fit convoquer à Lomé 2 et me demanda quand il avait déclaré que l'entrée serait gratuite pour les spectateurs. Je lui avais répondu que j'avais menti, mais que c'était un mensonge qui le grandissait, lui, et que nous, ses ministres, nous devions soigner son image. Il a bien ri et il m'a remercié. J'ai organisé la 25e édition de la Coupe Sarakawa avec la finale à Kara en 1999. J'ai organisé les États généraux des sports en 1992 comme recommandation de la Conférence nationale souveraine. Ces États généraux ont été organisés et ils ont été ouverts par le Premier ministre Kofi Go. Et j'ai demandé aux seuls membres togolais du Comité international olympique, le CIO, feu Antoine Mathia, j'ai demandé donc à mon grand fofo Antoine Mathia de présider les séances de ces États généraux des sports. Je rappelle aux auditeurs que ce sont ces États généraux qui ont libéralisé le sport, notamment le football, avec le retour des anciens clubs comme Étoile Filante, Essor, Modèle, etc. Les joueurs pouvaient aussi partir jouer à l'étranger, ce qui n'était pas possible avec la réforme de 1974. Alors, j'ai construit, évidemment c'est le ministère, le terrain de basketball qui est situé au carrefour des routes d'Adizogomé et de Didjolé.
et le terrain de basketball d'Agbadahonou a été entièrement réhabilité. J'ai également eu la chance d'avoir été le ministre en charge des sports lors de l'inauguration du stade de Kégué par le président Yadema. J'y ai lu un discours au nom du gouvernement à Doboli et du chef de l'État pour clôturer la série des discours. Après avoir assisté pour la première fois aux Zébala en 92 à la finale à Tia, j'avais demandé au micro des journalistes, vos collègues, qui me demandaient mon impression sur ce que j'ai vécu, mais j'ai dit que ce serait bien qu'on crée une fédération togolaise de lutte. Et cela a été fait et c'est mon ami le ministre Bernard Wala qui en est le président à ce jour. Le ministère a construit et j'ai inauguré la direction des sports scolaires et universitaires qui se trouve pas loin de l'AAT, là où on joue au tennis, pas loin du ministère non plus d'ailleurs. Je crois que je vais arrêter là la liste des réalisations du ministère des Sports, sinon je vais avoir la grosse tête. Vous avez été marqué négativement aussi en étant ministre des Sports? Ah, si j'ai été marqué négativement en étant ministre des Sports, bien sûr que oui. Tu sais, rien n'est parfait. La première déception était, disons, l'impossibilité pour moi de construire un gymnase. Parce que nous devons être le seul pays, je ne dis pas au monde, peut-être au monde, où il n'y a pas de gymnase. Je rappelle qu'en 87, en tant qu'entraîneur national de basketball, on était parti à Niamey en 87 avec l'équipe nationale de basketball pour inaugurer le stade Séné Kounché. Il y avait un gymnase climatisé en 87. Alors là, nous sommes en 2020. Le Togo n'a pas de gymnase parce que dès qu'il pleut, on ne peut pas pratiquer de sport de main. Et c'est vraiment dommage. Donc, on ne peut pas évoluer comme vous imaginez. Ça, c'est une grosse déception. Mais ce qui m'a quand même marqué négativement, c'est très, très personnel. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Lors de la CAN, organisée par le Ghana et le Nigeria, j'avais demandé une enveloppe de 200 000 francs, je dis bien 200 000 francs, au ministre des Finances de l'époque, pour aller assister par la route à la cérémonie d'ouverture de cette CAN à Accra. Et mon collègue des Finances m'avait dit qu'il n'avait pas prévu les 200 000 francs pour moi et que mon déplacement n'était pas possible parce que j'aurais dû lui en faire la demande au moins 15 jours avant. Je ne vous dis pas combien j'étais malheureux. Mais le soir du départ des éperviers, je suis allé à l'aéroport pour leur dire au revoir et le colonel Roch Nyasingbe, alors président de la Fédération togolaise de football, la FTF, me demanda où étaient mes valises. Je lui répondis que je n'avais pas de valises puisque je n'avais pas reçu les frais de mission que j'avais demandé au ministre des Finances. Le colonel, très surpris, me dit aussitôt « Monsieur le ministre, je vais vous prendre en charge. Allez chercher vos affaires pour prendre l'avion avec nous. Faites vite, s'il vous plaît. » Eh bien, c'est devant lui que j'ai appelé son papa, le président Yadema, pour demander l'autorisation d'accompagner les éperviers à cette CAN au Ghana. Et pendant tout notre séjour à Accra, c'était M. Gallus Lawson, le trésorier de la FTF, qui payait mes repas, ma chambre et mes communications téléphoniques avec un peu d'argent de poche. Voilà l'événement qui m'a vraiment marqué négativement quand j'étais ministre des Sports. Ah, le centre de Togoville. On a beaucoup parlé d'un centre qui devait être mis en place à Togoville et qui profitera à toute la sous-région, mais finalement, il n'en est rien. Que s'est-il passé? Ah, ça c'est long comme histoire, mais je vais quand même la raconter. Et je demande aux auditeurs un peu de patience pour écouter quand même comment les choses se sont passées. Des Italiens étaient venus me voir pour proposer la construction d'une école internationale des métiers du football à Togoville. Ils avaient choisi Togoville à cause ou grâce au lac Togo pour les loisirs nautiques qu'on pouvait y pratiquer, en dehors du football évidemment. Ça aurait été un centre avec des hôtels de toutes catégories, de 5 étoiles pour les dirigeants, de 4 étoiles pour les entraîneurs, de 3 étoiles pour les joueurs, bref, de toutes catégories. On allait apprendre beaucoup de choses, surtout organiser des stages pour être entraîneur, arbitre, manager de football, administrateur, etc. Les équipes nationales ou les clubs allaient s'y mettre au vert avant les compétitions dans la région. Pour ce projet qui allait coûter 70 millions de dollars avec la construction d'un pont à double sens au-dessus du lac, le gérant Memen, alors président de la FTF, M. Reinhardt et moi-même étions partis au siège de la FIFA à Zurich sur rendez-vous pour rencontrer le président Avalanche. Malheureusement, il y a eu un contretemps et le président Joao Avalanche de la FIFA n'était pas sur place, il était retourné chez lui au Brésil. Eh bien, qu'à cela ne le tienne, en janvier 1993, le chef Xavier Mlapa de Togoville s'était joint à nous trois et nous voilà partis à Brasilia pour y rencontrer d'abord le ministre des Sports, puis surtout après à Rio de Janeiro, où le président Avalanche nous accorda une audience.
Il était heureux d'apprendre que notre projet serait une première mondiale. Et il nous avait conseillé d'y installer également un centre de dépistage antidopage pour dépister donc le dopage, ce qui n'existait nulle part. Devant nous, il appela le roi Pelé, qui nous reçut quelque temps après dans ses beaux bureaux au 8e étage d'un bel immeuble de la baie de Rio. Je vous laisse deviner la vue, imprenable. Le roi Pelé nous avait promis de venir poser la première pierre aux côtés du président Eyadema lorsque le centre serait prêt à être construit. Nous avons profité de notre séjour à Rio pour rencontrer la fameuse et très belle actrice de feuilleton Donia Beija, avec qui nous avons pris des photos souvenirs. Nous étions comme au paradis avec toutes ces rencontres positives. Le président Avelange nous avait promis de nous trouver 1 ou 2 gros sponsors pour nous accompagner. Nous étions en train de déjeuner un jour chez feu son excellence d'Almeida, l'ambassadeur du Togo dont j'ai oublié le prénom, lorsque je reçus un appel de mon épouse depuis Lomé. Elle m'annonçait qu'elle était en train de quitter Lomé pour Cotonou avec les enfants parce qu'il y a eu des choses terribles, des événements malheureux et innommables qui se sont passés à Freux-Jardin, où elle était elle-même physiquement. Le gérant Mémène et moi, nous sommes précipités sur une radio pour capter RFI et l'information fut confirmée. J'ai courté donc notre séjour brésilien et dès le lendemain, nous quittâmes le pays de la samba et moi je resterai à Paris sur le chemin de retour d'où j'enverrai par fax ma démission du gouvernement au Premier ministre Kofigo. Pour ne pas être trop long, je dirais que je reviens 5 ans après dans le gouvernement et les Italiens revinrent à la charge. Malheureusement, le terrain était miné. Le terrain était miné par des jaloux qui ne voulaient pas que ce projet aboutisse avec moi. Le président Eyadema me convoqua un jour pour me demander pourquoi j'avais refusé de faire construire cette école internationale à Kara. Très surpris, je lui répliquai qu'il n'a jamais été question d'installer cette école ailleurs qu'à Togoville. Le président saisit la balle au bon, sans jeu de mots, pour me dire qu'on lui avait dit que j'avais choisi Togoville pour faire plaisir à ma belle-mère, familièrement appelée Togoto, sa maman étant de Togoville. Comme en plus ma belle-mère était une militante de l'UFC de Gilchrist Olympio, je faisais également plaisir à ce dernier. Je restais bouche bée et ne savais plus quoi répondre, puisque tout était faux. Voilà comment et pourquoi ce projet n'a jamais pu aboutir, alors que le Togoville nous avait octroyé des hectares au bord du lac. Voilà pour ce projet de Togoville qui est abandonné. Vous avez été un grand sportif vous-même. Alors, parlez-nous de comment le sport se pratiquait à votre époque. Et quelle discipline avez-vous pratiqué, justement ? Comment se pratiquait le sport à mon époque ? Vous savez, si mes souvenirs sont bons, avant de quitter le Togo en 1966 pour la France, beaucoup de disciplines sportives d'aujourd'hui n'existaient pas. Après le football qui était déjà le sport roi, avec les grandes confrontations dans un stade Georges Clemenceau plein, on pratiquait le basketball, le volleyball, le hand, l'athlétisme, la boxe et le ping-pong. Ce que je peux dire, c'est que la plupart des athlètes qui pratiquaient cette discipline étaient scolarisés. Le championnat scolaire était très bien organisé dans toutes les disciplines et en plus de Lomé, les équipes d'Atapamé et de Togoville y participaient. Et au nord, il y avait une compétition entre ces écoles de Sokodé à Dapan. C'étaient les mêmes adversaires scolaires qu'on retrouvait dans les clubs civils et dans les équipes nationales. Il y avait donc quelques amis, quelques camarades du nord du pays qui étaient parmi les meilleurs, qui intégraient les équipes nationales. On dit souvent qu'au pays des aveugles, les bonnes sont rois. Je crois que c'est cet adage qui peut qualifier mon parcours sportif. En dehors du basketball, pour lequel je crois que là, Dieu m'a fait un don, je m'essayais aux autres disciplines sportives avec mes professeurs d'EPS au lycée Bonne-Carrère, puis au lycée de Tocoin. Je rends ici un hommage à messieurs Potron, André, Victor, Messanville, Lawson, Kadiri, et un dernier dont j'oublie le nom de famille, mais dont le prénom était Jonathan. C'est terrible, il était grand, costaud, c'était notre entraîneur de lancer. Comme mes camarades ne voulaient pas essayer d'autres disciplines, j'ai donc été à plusieurs reprises champion du Togo de saut en longueur, de triple saut, de lancer de disque, et j'étais le 3e relayeur aux 4x400 mètres avec les Émile Labalo, Adigou, etc. J'ai fait 2 combats de boxe poids moyen pour le Togo à Lagos avec 2 matchs nuls. J'ai fait partie des pionniers du handball togolais avec Kovi Cosme Adebayor d'Almeida sur le terrain noir de Beniglato. Mais je n'ai jamais joué pour une équipe
tout comme au volleyball. J'ai joué 2 saisons pleines au football en première division avec Essor de Lomé, avec Feu Abel Ronzouquin, un grand libéraux. Au premier Jeux africains de Brazzaville en 65, j'étais sélectionné pour le saut en longueur et le triple saut où je n'ai pas pu être sur le podium. Et malgré ça, j'ai dû porter le maillot du 11 national au football contre le Mali de Salif Keita, que nous avons battu par 1-0 avec Tchétché, le gardien imbattable ce jour-là. Comme les cadors de l'équipe nationale étaient malades, comme les Franck Fiao, Adekambi, Tobias et tout ça, ils avaient été presque empoisonnés. Ils avaient mangé un truc bizarre parce qu'on était dans la même poule que le Congo. Donc ils ont eu la dysenterie, ils étaient très très fatigués, ils n'ont pas pu être alignés. Alors feu papa Godfrey Ekoué, qui était le chef de la délégation, il m'avait donné l'ordre de porter les godasses de Franck Fiao et de jouer numéro 10. Voilà comment j'ai joué une seule fois pour l'équipe nationale de football du Togo. Donc je suis un international togolais de football aussi. Avant de quitter le Togo en 1966, j'étais le capitaine de l'équipe nationale de basketball. En France, j'étais semi-professionnel de basketball puisque je travaillais aussi en éducation nationale française. Je jouais à Évreux, c'est en Normandie. J'ai été champion de squash en 85-86 à Évreux. Le squash, c'est un sport qui se pratique avec une raquette dans une salle couverte, mais ça n'existe, je crois que ça existe au Togo, à Lomé, au club hippique, c'est ce qu'on m'a dit. Mais ça ne se pratique pas par les Togolais, ils ne connaissent pas. J'ai joué au rugby en 3e division française. J'étais souvent 3e ligne centre, c'est-à-dire dans le pack, j'étais le dernier au milieu. Au tennis, j'ai été classé 15. Ceux qui jouent au tennis savent ce que c'est qu'être classé 15. J'étais dans la ligue de tennis de Normandie. Et je crois que c'est pour cette polyvalence sportive que le comité international olympique, le CIO, m'a désigné comme le champion sportif du siècle dernier pour le Togo. Voilà un peu mon parcours d'athlète et ce qu'on faisait à l'époque au Togo pour le sport. Selon vous, quel est le sport numéro 1 au Togo et qui mérite d'être soutenu, d'être financé pour que le Togo puisse gagner des médailles sur le plan régional, continental, voire mondial? Quel sport pourrait-on désigner? Quelle discipline pourrait-on choisir pour en faire, disons, le sport numéro 1, pour qu'on puisse financer tout ça? Vous avez raison de poser la question, mais je pense très modestement que notre pays n'a aucune chance d'être parmi les premiers mondiaux dans un sport collectif. Le football, le volley, hand et tout ça, je crois qu'on peut oublier. Pour l'instant. Mais par contre, si les moyens étaient mis en place pour un sport individuel comme la boxe, nous pouvons espérer aller loin comme les Cubains. Les Cubains sont de grands boxeurs, beaucoup de champions olympiques, champions du monde en boxe, sport individuel. Pour les courses de fond ou de demi-fond, les coureurs des hauts plateaux kenyans et éthiopiens sont imbattables à cause de leur entraînement souvent en altitude. Ce que nous n'avons pas ici, on n'a que le mont Abou, donc c'est pas assez. Nous n'avons pas les infrastructures non plus à mettre à la disposition de nos athlètes. Il n'y a pas de gymnase, je viens de le dire, pas de vraie piste d'athlétisme en tartan, sauf à Kégué. Il n'y a pas de matériel, le poids, le javelot, le disque dans les écoles pour initier les élèves. Bref, il y a trop de lacunes. Voilà, je pense que la boxe, parce que j'allais parler aussi du cyclisme, mais un vélo coûte tellement cher que je ne sais pas si on pourrait avoir les moyens de payer un bon vélo à nos cyclistes. Mais pour la boxe, le hic, c'est qu'on n'a même pas un vrai ring de boxe digne de son nom au Togo. Donc, voilà encore une lacune bizarre. Alors, quelles sont les perspectives pour un meilleur avenir du sport dans son ensemble au Togo? Alors, les perspectives pour un meilleur avenir pour le sport au Togo. Oui, mais tout de go, je peux dire que voici 33 ans que je suis revenu au Togo. Et malgré les textes officiels, notamment la loi portant charte des activités physiques et sportives au Togo, pour laquelle le ministre Christophe Thiao m'avait associé, les arrêtés, les décrets, etc., beaucoup de textes, en tout cas, je constate avec tristesse que la volonté politique n'y est pas du tout et les perspectives d'avenir sont très, très sombres. À mon humble avis, le manque de moyens à tous les niveaux est criard et il n'existe plus aucune motivation auprès des dirigeants comme auprès des athlètes. L'avenir est très sombre et nous mettrons beaucoup d'années à nous relever pour pouvoir suivre le mouvement, ne serait-ce que
dans la région. Voilà ce que je pense. C'est plutôt négatif. Monsieur le ministre, vous vous souvenez certainement de certains grands noms, de certains grands sportifs du Togo. Vous voulez nous les rappeler? Cher Franck Nounyama, vous me demandez de citer certains grands noms du sport togolais. La liste est longue, hein. Évidemment, ce sont beaucoup de footballeurs, quelques basketteurs, quelques athlètes, deux ou trois dames, parce qu'il ne faut pas les oublier. Mais avant de citer les sportifs eux-mêmes, permettez que je cite quelques dirigeants comme Godfried Ekwe, l'architecte du sport togolais. Et on sait que c'est lui qui a créé la Fédération togolaise de football. C'est lui qui a mis en place le Comité national olympique togolais. C'était un grand monsieur du sport togolais. Anani Matia, je l'ai dit, c'était le seul Togolais membre du CIO. Les généraux, nos femmes MMN, le colonel Rod Nassingbe, qui a mené notre football au mondial 2006. Et je voudrais rendre un hommage aux présidents des clubs vivants ou décédés, qui sont des mécènes et grâce auxquels les sportifs réalisent des exploits pour lesquels leurs noms sont entrés dans l'histoire. Je ne peux pas oublier Oscar Anthony, Nishan Ayivi, qui sont deux monuments de notre football. Mais je commence quand même à présenter mes excuses à celles et à ceux que je ne citerai pas par ignorance ou par oubli. Je commence par les footballeurs. Ils sont nombreux, mais c'est important de les citer parce que leur petit-fils ou leur fils seront fiers de savoir que leur papa ou leur grand-père a fait des exploits. Je commence par Djibril. Djibril qui a été champion de France avec Monaco, qui a gagné la Coupe de France aussi. Gilbert Mouevi, Karim, ce sont les trois. Donc Djibril, Gilbert Mouevi et Karim qui ont été les trois premiers Togolais professionnels de football en France. Après, vous allez voir, je vais citer pêle-mêle, tous clubs confondus, les grands noms qui m'ont marqué, moi, Horacio Freitas. Le grand Kpadé Mebounou de l'Étoile filante, que je n'ai pas cité parmi les grands joueurs de ma génération. Et puis Kokoroko, le Félix Kokoroko de la Modèle, qui est l'actuel secrétaire général de l'association des anciens footballeurs du Togo. Je suis désolé. Puis je voulais enfin dire que le ministre qui m'a succédé en 2000 à la tête du ministère des Sports n'est autre que l'actuel Premier ministre. Le Premier ministre, c'est l'homme Kwame Klassou, dont j'ai remplacé Aïbouomé en 1991, qui est devenu Premier ministre, et celui qui m'a remplacé en 2000 est devenu également Premier ministre. Donc, quelque part, je ne suis pas loin d'être Premier ministre non plus. Alors, prenez votre souffle avec moi. Sofiana, Haïti Hot, Edmond Vi, Kaolo, Franck Fiao, Adekambi, Tobias, Tchétché, Balogun, Daniel Bariga, Ressort, Robot 1, Robot 2, Tommy Sylvestre, Aïtegan, Lawson Bouevi, Masso Akwesson, Small Boy, Hassan, Peka, Kunkel, Girardcor, Dravi, Salakor, Capitaine Adé, Roger Grumiski, Dinalo, Adowe, Germain Mouevi, Kofi Asso, Hodé, Kamaloto, Albert Houzouquin, Latekpekui, Pitavi, Eugène Vi Koudovo, Vicente, Christian Vi, Dossuvi Joseph, Dick Kevi, Jean Pipan, Dagawa, Prosper Aguiga et Faustin Kenom. Pour les dames, je me souviens de Ekwe Marcel au basketball, une grande basketteuse, Rosalie Gagli, dite familièrement Amivi, qui est la première Togolaise, professeure d'EPS, formée en Europe après son bac. Basketteuse, athlète, et puis Betty de Souza, la championne sportive du siècle. C'est mon homonyme féminin, comme on dit. Médaillée d'argent au lancer de disques aux Jeux africains, mais je ne sais plus lesquels. Mais c'est avec ce titre aussi que le CIOA l'a désigné comme championne sportive du siècle du Togo. Au basketball, il ne peut pas me citer, c'est pas possible. Je ne peux pas me citer, ça ne se fait pas. Mais je m'incline devant la mémoire des défunts. Je vais quand même citer ceux qui sont vivants, ceux qui sont morts, pêle-mêle, comme on dit. Alors, Johnson a mis sa vie à Séraphin Lawson, le monument
du basketball togolais, Trina, Léon Koubé, Michel Nyasounou, Sambi Stéphane, Boglo 7, Eustache Hunjo, Zupiza, Christian B. Dasba, Mesme Dimeme, le plus grand à l'époque, James Kitegi, Léonce Johnson, Cyril Ajavon, Albert Ajavon, Marius Agbodjan, Lux Agbodjan, Guy de Villacoé, Thomas Debrousse, Apeti Henri, le grand frère de Kaolo, Chamoko, Haïti Maotodi, Agouanou André, Pascal Amouzou, Apollo Cosmas Popoya, Fambaré Nachaba et Zeus Ajabon. Voilà pour le basket. Quant au handball, je me souviens juste de Cosme Covid Almeida, que j'ai cité tout à l'heure, et des frères Gabiam qui m'ont marqué. Mais j'avais quitté Lomé lorsque le handball togolais a fait des merveilles. Je n'étais plus là. En athlétisme, il y a des noms qui vont vous surprendre peut-être, mais qui étaient de grands champions. Le colonel Aregba, imbattable sur 100 mètres. Le général Tidjani, imbattable sur 800 et 1500 mètres. Émile Lawson, William Osei, Prosper Ila, Émile Abalo, Adigou, William Amenda, oui, le papa de Patrick, Emmanuel Dakiche qui lançait aussi le poids. En boxe, évidemment, il y a eu Palongo et Kalipé. Les autres, honnêtement, les balogous sont tout récents. Donc voilà, cher ami Franck, je crois que notre émission tire à sa fin. Si vous permettez, je profite de l'occasion pour vous réitérer mes remerciements de nouveau, rendre hommage de nouveau à mes prédécesseurs et à mes successeurs, remercier les différents premiers ministres sous lesquels j'ai travaillé, rendre un hommage au président Yedema qui a su remettre le sport sur les rails. Il paraît que le ministre Voulé, on le cite souvent, paix à son âme, a été aussi un grand ministre des Sports. Donc je le rends hommage publiquement ici, ce jour. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est moi, après la conférence nationale, qui ai remplacé le Premier ministre Agbouime Kodjo au ministère des Sports. Et je raconte souvent une anecdote pour clôturer notre émission. Donc, en septembre 91, après la conférence nationale, il y a eu passation de service au ministère des Sports, que tout le monde connaît, à la plage là-bas, dans la grande salle de réunion. Après les discours officiels, le Premier ministre Agbouime Kodjo m'invite à retourner au bureau, à son bureau qui était devenu le mien déjà en quelques secondes. Et il a demandé à la secrétaire particulière d'apporter le champagne. Et effectivement, il m'a offert du champagne. Et depuis ce jour, je me suis dit non, ce monsieur est un gentleman parce que il y a des Africains qui offriraient de l'acide plutôt à leur successeur, mais lui, il m'a offert du champagne. Et tenez-vous bien, il a laissé une enveloppe d'argent, ce qu'on ne trouve jamais dans aucun ministère. Souvent, le budget est vide, mais là, il m'a laissé une enveloppe en disant c'est le Togo qui continue, c'est la République qui continue. Donc, je crois que c'est sur ces mots, je voudrais dire merci à Sport FM, prier quand même que nos sports renaissent, que je vois ça avant de quitter cette terre, parce qu'en fait, cette émission, il me semble, c'est comme un testament sportif que j'ai fait, hein, Franck. Et merci encore une fois de m'avoir invité, et ça me fait plaisir. Et puis, vive le sport pour que vive le Togo, vive les sportifs. Allez les éperviers. Merci, au revoir. Horacio Beno Freitas, merci. Voilà, nous sommes en fin d'émission. Samedi Sport de ce jour prend fin. Angelo Folikoué, un mot pour conclure? Un mot pour conclure, c'est que 2020 est une année vraiment difficile. Franchement, nous on a toujours envie de travailler, mais bon, on essaie de faire comme il faut. Hein. À la rédaction de Sport FM, c'est le lieu encore une fois de féliciter les uns les autres, de les encourager. Mais quand il n'y a pas de sport sur le terrain, franchement... Bon, c'est un gros manque, mais au même moment, ça nous pousse à encore réfléchir, à faire les choses autrement, à proposer d'autres choses pour toujours contenter le monde sportif togolais. Mais n'oublions toujours pas que pour mettre fin à cette propagation du virus, pour qu'il s'en aille le plus vite possible, c'est de respecter les mesures barrières, de faire bloc contre ce joueur-là qui fait tourner la tête à tout le monde au dossard 19. Noulakina Borosé. Comme dit quelqu'un... Il ne va pas compter cette année 2020 parce que voilà, il n'a pas trop vécu, mais bon, c'est juste une blague. Mais je pense qu'au-delà de ça, moi, je vais juste saluer la plupart des personnels de santé au Togo, toutes les personnes qui sont impliquées dans la prise en charge des personnes infectées. Beaucoup de courage. Et puis bon, je pense qu'en respectant les gestes barrières, on fera tout pour ouvrir la porte à ce joueur qui porte le dossard 19 depuis décembre. Et puis bon, ça va aller. Latif Yorouma.
Bon, moi je dirais de ne pas se précipiter pour justement, il faut commencer par respecter les mesures barrières. C'est ça qui est important, ne pas prendre des décisions hâtives. Par exemple, il y a interdiction de voyager, de faire ci, de faire ça. Nos libertés sont réduites, mais je pense que c'est à raison. Donc, il ne faut pas prendre des mesures, des décisions à la hâte, ouais. Que la fédération également prenne le temps de bien mûrir ses idées. Et voilà quoi. Le dossier 19 va abandonner de lui-même. Aristide Kovidien. Non, mais moi, je vais juste demander à nos compatriotes de continuer toujours pas à observer les mesures barrières comme si Dieu n'existait pas. Et de toujours prier comme si tout dépendait de Dieu pour que 2020 finisse donc en toute beauté, naturellement, avec cette pandémie de coronavirus, mais surtout renouveler nos sincères condoléances, n'est-ce pas, donc à Franck Kounouniama qui a perdu son auteur. Je pense que c'est un coup dur, mais je pense que Dieu sera au contrôle. C'est la vie. Comme le dirait quelqu'un, cette année 2020 n'a qu'à vite nous laisser. Elle nous a trop dérangés. Wow. Merci à Pélagie Mekou, merci à Aloma Dovon pour la vidéo. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Toi là, quand on te parle, il faut écouter. Faut écouter. Toi là, à très bientôt.